Hello la team, comment ça va? Comment ça va, Écoute, Capet? très bien. On a passé une semaine un peu souffrante. On a un lundi qui se rattrape, mais c'est vrai qu'on a passé une semaine qui était pas terrible. Mis à part Ouais, mais ça, ça moi reprend les ça va. couleurs, je crois, là. Ouais, espérons-le. Tu vas nous expliquer ta vision. Mais c'est vrai qu'on on s'est fait un peu calmer la semaine dernière, disons. Surtout sur Ouais, les alts. après, je pense qu'il faut rationaliser un petit peu ça, dans le sens où Ether est quand même passé de 1400 $ à 3700, BTC aussi à run, etc. Évidemment, du côté des alts, même par rapport à Hype, Ouais. qui a dump, il y a eu un impact et tout sur le marché. Mais je pense que si tu regardes bien, en vérité, le dump, il vient aussi majoritairement de la baisse du S&P 500, en fait, qui a en fait dump hier, je crois, enfin, qui a dump la fin de semaine dernière, ou une partie de la semaine dernière. Et du coup, le marché crypto a suivi. Et là, il a repris et le marché crypto a reçu à nouveau. Donc ouais, on a retracé, je crois, à peu près 50% de la baisse récente sur la S&P. Donc on a déjà bien rebondi. Et le marché est très très lié au S&P 500. Enfin, c'est difficile d'avoir un marché qui performe bien quand S&P 500 dump. Et du coup, je pense que c'est comme ça que je rationalise de mon côté. Je me tourne vers toi. Du coup, ouais, bah, c'est vrai que ça a été, même niveau Fonda, ça a été une semaine un petit peu plus calme. Donc on en a profité pour avancer sur les vidéos sur Ledger. On est en train de bosser, nous, sur un client sur le narratif BTCFI. Je peux pas trop en parler pour le moment, mais ça va arriver dans les prochains jours. Qu'est-ce que c'est le narratif BTCFI? Bah, c'est de pouvoir avoir du BTC sur de multiples blockchains avec un token wrappé qui est plus sécurisé que ce qui se faisait juste là. C'est-à-dire qu'on reste sur un modèle multi-signature, mais c'est pas t'as un hacker qui arrive, il chope un certain nombre de signatures et il prend la caisse. Non. On est sur un système où on va cloisonner les environnements pour éviter d'avoir des piratages massifs. Donc ça, c'est assez sympa, je trouve. Et côté Gaming Web 3, je vais pas vous faire la promotion des tokens du Gaming Web 3, mais tu vois, le bon vieux Star Atlas, je l'ai testé sur Epic Games parce qu'ils l'ont sorti. Et j'ai été vraiment impressionné. Franchement, c'est la première fois que je me suis senti respecté. On a un vrai jeu avec de multiples modes de jeu. Le jeu est bon, il tourne bien. Comme un vrai jeu, quoi. Comme un vrai jeu. Mm. Donc, plutôt bonne nouvelle. Bah, j'ai vu des vidéos de Star Atlas en fait sur Twitter et ça avait l'air vraiment vraiment stylé. J'avais Ouais, regardé une bonne partie de la vidéo quand je l'ai vu passer sur Twitter, je crois il y a 2-3 jours, un truc comme ça. Et ça rendait vraiment super bien et ça ressemblait à un jeu en fait, tout simplement. clairement. Je peux peut-être le montrer. Je vais essayer de le trouver en attendant. Mais c'était vraiment vraiment très sympa. J'ai une Hop. vidéo sous le coude ici. J'ai la En vidéo. Je private chat. peux la montrer si tu veux. Ouais. Hop, je partage mon écran. Mais ouais, pour faire court, bah, Unreal Engine 5, hein, évidemment, où ils ont fait un effort sur la partie réseau. Niveau performance, bah, ça reste du Unreal Engine 5, donc il faut optimiser. J'ai trouvé des optimisations, d'ailleurs. J'ai Ok. réussi à passer de 120 à 180 images secondes, donc plutôt pas mal. Mais ouais, ça tourne bien, et je sais pas comment ils vont faire ça. Je crois qu'ils ont que des serveurs aux États-Unis pour le moment, mais on embrasse la logique crypto, quoi, avec jetons, plus NFT, plus tout ce qu'il faut. Il y avait un autre jeu aussi qui avait bien pris où il y avait là les streamers, je sais plus, ça s'appelait Guns ou Ouais, c'était Off the Grid. Off the Off Grid, the ouais. Grid, ouais, c'est ça. Et plus de nouvelles de ça, je crois. Une nouvelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, le problème de Off the Grid, les pauvres, c'est que comme ils sont multiplateformes, ils sont pas que sur PC, ils sont aussi sur console. Bah, en fait, par exemple, Xbox, Microsoft, ils disent, bah, toute la partie blockchain, je veux même pas en entendre parler. Donc, en fait, tu as un Off the Grid PC avec la notion de blockchain et tu as un Off the Grid Web 2 sur console. Bah, en fait, le problème, c'est que du coup, tu limites. Enfin, en gros, selon la plateforme sur laquelle, t'as pas du tout la même expérience, quoi. Tu n'as pas du tout les mêmes, je suppose, Clairement. rewards, etc. Donc, c'est un peu dommage. C'est dommage. Je vois dans le chat quelqu'un qui dit vous vivez tous les deux dans des pays de soleil et vous êtes tout blanc, touch grass les amis. Ah gars, c'est en ce moment, je pense qu'avec tout le taf et tous les trucs qu'il y a autour, c'est compliqué de vraiment sortir et de profiter, ce qui est assez étonnant pour l'été. Mais c'est un temps bien investi, donc on reprendra des couleurs un petit peu plus tard dans l'année, en tout cas pour ma part. Ouais. Et pour ce qui est de Dubaï, pour les curieux, on sait qu'il fait chaud en Arabie Saoudite et à Dubaï, hein, mais là, c'est plus du chaud, c'est de la violence. C'est-à-dire que quand tu sors,
plus de 20 minutes, tu bronzes pas, en fait, tu crames. Et de toute façon, vous verrez d'une émission à une autre, si j'ai la peau qui est complètement fracassée, c'est que j'ai mis le nez dehors. Si j'ai la peau correcte, c'est que j'ai pas mis le nez dehors. Et je vous jure que ça s'arrête à ça. Et même avec de la crème, tu sais, les crèmes qui protègent bien, ça limite la casse, mais je me fais quand même dérouiller. Donc, je peux même pas sortir bronzé, en fait. Ouais, je me fais dérouiller. En vrai, ça a l'air chiant, ça. Enfin, c'est hyper on m'a toujours dit que c'est chaud, mais à ce point-là, c'est un peu terrifiant, quoi. Bah, tu peux pas bronzer, en fait. Ou alors, j'ai pas la tech, hein, mais bon... C'est dérangeant de ce point de vue-là. Et vous, sinon, les potes, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? En tout cas, la semaine dernière, du coup, vu qu'on est lundi. Qu'est-ce que vous faites un petit peu dernièrement, etc. La dernière fois, on avait d'ailleurs fait une émission qui était bien plus interactive et que j'avais vraiment kiffé. Donc, on peut partir dans ce sens-là aussi. Pas de souci pour moi de ce point de vue-là. De toute façon, on est sur un été qui est un petit peu plus calmos. En fait, tu vois, j'ai beau regarder les médias spécialisés, ma TL, Twitter et tout. Là, tu sens que c'est l'été, qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. La seule chose qu'on a à raconter, c'est trésorerie Bitcoin, trésorerie Ethereum, trésorerie Ton, trésorerie TRX. Voilà, c'est juste des réserves stratégiques qui se créent. Mais niveau retail, c'est le néant absolu pour le moment. En fait, moi, tout ce que je vois en insight sur l'écosystème Hyperliquid, c'est vraiment impressionnant. On aura tenu 10 minutes. 10 minutes sans la mention du hashword. Bah, on aura tenu 10 minutes sans que je parle de ce que je fais activement, quoi. Je rigole. Oui, non, mais j'avais fait un tweet où j'avais vu qu'il y avait beaucoup de réactions. Parce qu'en fait, j'avais fait un tweet pour dire que... attends, je peux vous montrer le tweet, hein, tout simplement. Parce qu'après, on m'a dit que j'étais un abuseur de malade. Ce que je peux entendre parfois. Voilà, j'avais mis ça. J'avais tweeté ça. Attendez, je vous le partage. Voilà. J'avais tweeté: chaque jour, je discutais avec des builders, des custodians, des market makers, des émetteurs stablecoin venus de tout horizon et de tout écosystème, et devinez quel est le sujet qu'ils placent en tête de leur priorité Hyperliquid. Alors, peut-être du forcing. Moi, ça me dérange pas. Hein. Je le précise. Je fais la blague parce que dans l'espace commentaire, à chaque fois, on n'en peut plus, machin. Mais continue. Non, mais tu vois, typiquement, là, je parle avec des Maple, je parle avec les plus gros custodians en crypto, je parle avec des énormes fonds, avec des énormes market makers, etc. Et chacun d'entre eux fait de Hyperliquid une priorité qui est assez importante, ou en tout cas, ils ont des plans significatifs pour se connecter à cet écosystème et ou développer des choses dessus. Et ça, c'est très impressionnant. Je pense qu'il y a même beaucoup de teams en ce moment qui travaillent sur le fait d'avoir leur listing day one sur Hyperliquid, en faire leur trading venue favorite. Et en termes d'écosystème pur même, je vois de plus en plus de gens de l'écosystème EVM, Ethereum, etc. prendre du temps pour justement se connecter à l'écosystème Hyperliquid ou build dessus ou ramener des produits dessus. Moi, je trouve ça ultra bullish. Évidemment, je ne peux pas vous partager tout ce que je sais, mais tous les jours, je suis choqué. Vraiment, tous les jours, je suis choqué parce que, en fait, tu pourrais te dire c'est un écosystème comme un autre, ça se développe, etc. Mais là, c'est une autre envergure. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un timing très, 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 très intéressant. Si vous avez été attentif, on a eu le même jour Circle qui a dit: on ajoute très bientôt le support de l'USDC natif sur Hyperliquid. Et du coup, dans la même journée, on a eu les États-Unis qui ont dit: on aimerait bien bouger tout le trading on-chain pour la TradFi. Ou en tout cas, c'est dans leur plan, ils ont un projet, c'est quelque chose qui concrétise de plus en plus. Donc moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de timing comme ça qui sont très intéressants, sachant qu'en plus de ça, Hyperliquid avait envoyé une lettre à la SEC, je ne sais pas si tu te souviens, je crois que c'est la SEC, pour expliquer les projets de Hyperliquid et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et toutes ces choses-là, etc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment tous les astres qui sont en train de s'aligner et je trouve ça hyper excitant parce que en fait cette excitation, j'ai du mal à la retrouver dans d'autres écosystèmes. Je pense que dans les choses qui se développent bien, globalement, tu as Ethereum et toute le VM, tu as Base, tu as Solana. Liquid. Et tout le reste, c'est des écosystèmes qui arrivent aussi à vivre sur ces chaînes-là. C'est la Ligue 2. Ou soit justement, ils sont en perte de vitesse, en fait. Donc, soit aujourd'hui, la DeFi, principalement, j'ai l'impression que c'est Ethereum, Base, Solana et Hyperliquid. Et tout ce qui est
joueur a beaucoup moins de traction, beaucoup moins d'intérêt, et les gens cherchent beaucoup moins à faire des efforts dessus. Et tu vois, typiquement, Base, je vois pas, enfin, la team Base amène pas mal de news qui sont intéressantes, etc. Mais je vois pas non plus 10 milliards de teams build sur Base, s'intégrer, s'interconnecter. Je trouve que les projets sur Base ont beaucoup moins de traction, typiquement, que les projets sur Hyperliquid ou même sur Solana. Et même Solana, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais je trouve pas ça. Enfin, c'est plus intéressant d'un point de vue purement infra, mais moins d'un point de vue, d'app et choses utiles pour la plupart des gens, je suppose. Alors après, Je me suis permis de mettre le chat. Tout, mais ouais. Je me suis permis de mettre le chat pour la partie un peu plus interactive. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, pour le moment, quand on parle d'Ether et de Solana, moi, j'ai le prisme très infra, donc je vois les évolutions d'un point de vue infra, mais d'un point de vue innovation applicatif, je vois rien en fait. Alors peut-être que je vois mal, hein, mais je ne vois rien. Et c'est très, très frustrant parce que, en fait, on a l'impression de faire des émissions masterclass où on rabâche un petit peu toujours la même chose. Mais je peux vous jurer que mon boulot, c'est de faire la veille de ce qui se passe la semaine. Et c'est vraiment très compliqué de parler d'autre chose que de la DeFi, en fait. De la pure DeFi. Parce qu'en DeFi, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des petites innovations, des petites incentives, etc. Mais sur la partie applicative, nada. Tu vois des trucs passer de temps en temps. Tu vois Infofi avec tout ce qui va être Kaito, etc. Il y a eu une petite mouvance. Les agents IA y a tenu. Mais tu vois, ça nous occupe un mois, et très rapidement ça nous saoule parce que par exemple les agents IA, bon bah voilà, c'est des trucs qui deviennent de plus en plus débiles où en fait t'en as un qui crée quelque chose et tout le monde qui copie, mais t'as pas un cercle vertueux d'innovation, t'as juste le premier qui fait un truc de ouf et après ça s'éteint. Et tu le retrouves sur tous les narratifs ce truc-là, et c'est pas viable. Alors il y a peut-être quelque chose dont j'ai pas parlé qui a beaucoup de traction aussi en ce moment, c'est Ethena, qui a pris énormément en market cap avec son stablecoin USDE. Et qui ont aussi leur chaîne qui est Converge, sur laquelle beaucoup de choses se buildent en fait. Beaucoup de choses très intéressantes, ou en tout cas, ils ont envie de faire des choses qui sont assez intéressantes parce que, en fait, Ethena, globalement, ils poussent à mort l'USDE parce que c'est leur stablecoin qui génère du yield, qui génère du rendement, qui leur génère de l'argent. Il y a peu de use case pour l'USDE encore pour le moment. Enfin, les use cases, c'est aller sur Pendle, faire des PTYT et peut-être lender ou boucler, enfin... C'est assez limité, mais je pense que beaucoup sont en train de développer des utilités pour l'USDE, notamment sur Converge avec Terminal Finance, enfin Terminal Fee, qui est un AMM qui va être basé sur l'USDE. Et on a aussi vu dans les coulisses, en tout cas moi de ce que j'ai vu même dans des tweets qui étaient un peu obscurs, que Ethena était en train de build sur le HIP3 de Hyperliquid, ce qui leur permettrait d'avoir leur propre DEX avec leur propre marché perpétuel, mais par exemple avec l'USDE comme collatéral. Et du coup, à ce moment-là, ce que ça permet, c'est de rendre leur jeton, l'USDE, beaucoup plus intéressant, utilisable, et utile tout court en fait. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et je trouve que c'est une partie qui est encore peu mise en avant sur Twitter. Moi, je vous inviterais vraiment à regarder de plus en plus Ethena, ce qu'ils font. Je vous dis pas du tout d'acheter le token, même moi, j'en ai pas. Après, si vous voulez en acheter, grand bien vous fasse. Mais ouais. Et en plus, Terminal EFI, évidemment, c'est comme le dit quelqu'un dans le chat, c'est Sam de JDC qui l'a créé. Et du coup, je parle beaucoup avec lui en ce moment sur plein de sujets. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Donc, gros big up à Sam et à Terminal EFI. Si jamais vous voulez checker, je crois qu'ils ont des pré-deposits, donc vous pouvez déjà pré-deposit dans son protocole. Et je crois qu'avec ça, vous gagnez un système, gagnez des points en fait, ce qu'ils appellent des roots. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Et c'est un des seuls ou des plus gros protocoles qui est build sur la chaîne d'Ethena, et Ethena est en train de gagner beaucoup de traction. Donc c'est peut-être quelque chose à regarder d'un peu plus près. Il a quitté l'écosystème Starknet, Sam. Bah, tu sais, Sam, il a toujours un écosystème plus ou moins de cœur où il est très focus, et en ce moment, avec Terminal Fee, je pense qu'il est juste full focus sur son produit terminal. Avant ça, c'était Node Guardians où il bossait beaucoup du coup avec Starknet, avec quelques blockchains. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Sui, je crois qu'il l'avait un petit peu dans le viseur. Mais voilà, c'est juste qu'il se concentre là où il se passe quelque chose. Lui, il a fait sa part sur Starknet, il les a poussés à mort. Et après, à un moment donné, entre le listing et le prix actuel du token, de toute façon, tu peux pas faire de magie. Je vois quelqu'un qui me reparle d'un pari de mémoire, c'était sur XRP, et j'ai perdu ce pari-là.
et donc La j'avais vision versé trop tôt. l'argent à Sam. Et oui, j'étais trop tôt parce qu'au final, XRP a quand même réussi à faire un ATH. Mais en soi, être genre en avance, c'est avoir tort. Enfin, être trop en avance, c'est avoir tort. Et je pense qu'on l'a vu avec plein de protocoles et de DApp, etc., qui au final n'ont pas eu leur product market fit. Et puis derrière, c'est des plus gros leaders qui les ont obtenus, quoi. Mais moi, dans les choses qui m'excitent le plus, évidemment, c'est tout ce qui se passe sur HL. Mais je pense que beaucoup d'entre vous sous-estiment l'impact du HIP3 et de tout ce qui va arriver, de tout ce que ça va débloquer. Enfin, c'est le truc que je regarde le plus sur Hyperliquid avec Unit. Je suis d'accord avec toi. Pour, il y a pour une autre notion. expliquer ça aux gens, Ouais, ce que attends, c'est, je te vite coupe fait. juste Vas-y. 2 secondes avant l'explication. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pendant très longtemps, à cause de la réglementation MiCA, pour l'Europe notamment, on a perdu les margin trading, les effets de levier, etc. Et maintenant, on se fait cabosser de KYC. Je sais pas si vous avez ouvert des comptes sur des plateformes, Bitpanda, OKEx, Bybit, peu importe. Hein, franchement, peu importe. C'est un cauchemar. Franchement, l'aventure que c'est maintenant pour se créer un compte, et se justifier, c'est un véritable cauchemar. Et ça, du coup, c'est chiant, mais c'est aussi la porte ouverte pour les expériences on-chain. Je te laisse reprendre. Exactement. Comme Hyperliquid, mais comme il y en a d'autres. Hein. Tu peux trader sur Axiom, tu peux trader maintenant sur Phantom, tu peux trader sur tous les Uniswap, etc. sans KYC. Et aujourd'hui, ça rend la DeFi encore plus attractive parce que tu as moins de contraintes en DeFi. Et surtout, on voit que les US jouent un peu le jeu du Far West, c'est-à-dire que il y a un cadre qui est plus clair, mais c'est surtout un cadre qui est hyper permissif. Et globalement, on a vraiment l'impression qu'ils essayent de protéger de plus en plus les gens qui innovent et qui font des choses en fait en crypto. Et je trouve que ça va dans le bon sens. Et du coup, pour expliquer le HIP3, le HIP3, c'est quoi? C'est, pour expliquer ça simplement aux gens, ça va permettre à n'importe qui, avec 1 million de hype stakés, ce qui représente 40 millions de dollars, hein, donc c'est pas n'importe qui, mais bientôt je vais vous expliquer pourquoi, de créer un DEX en surcouche de l'infrastructure Hyperliquid. Donc, ça vous permettra de créer un DEX PERP, donc d'avoir vos propres marchés PERP avec les oracles que vous souhaitez, avec les collatéraux que vous souhaitez. Donc, ça peut être autre chose que du stablecoin, ou ça peut être autre chose que du USDC, ça peut être du USDT, du SDE, ça peut être du BTC natif. Donc, ça permettrait du coin margin, par exemple. Donc, par exemple, trader des BTC PERP avec du BTC, comme tu peux le faire sur Binance, sur BitGet, sur Bybit, sur Kraken, etc. Et du coup, ça va ouvrir le champ des possibles, surtout, je pense, d'un point de vue régulation et marché disponible. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, ma vision de la chose, et je pense que c'est la bonne, c'est que Hyperliquid a envie de s'encombrer le moins possible avec la régulation. Et du coup, plutôt que de dire, nous, on va proposer des equities et des indices et tout sur Hyperliquid, et ben en fait, on va déporter ça et on va permettre à n'importe qui de créer son Hyperliquid en marque blanche, et lui, de son côté, il gère son KYC, il gère sa compliance, etc. Donc, en fait, tu pourrais très bien imaginer que tu as un acteur, j'en sais rien, comme Ethena, comme Unit, comme, je dirais pas Binance, peut-être d'autres, qui créent leur propre DEX en surcouche d'HL et qui offrent des produits qui ne sont pas accessibles normalement en DeFi, à savoir des produits très régulés, à savoir, par exemple, des produits dérivés sur la TradFi, donc sur les stocks, donc sur les actions, ou même sur les indices, ou même sur plein d'autres choses. Du coup, en gros, Hyperliquid push la régulation et en fait la donne aux gens qui veulent build par-dessus eux et dire un peu, c'est leur problème. Nous, on est juste une solution technique comme les Uniswap, mais après, les tokens que tu swaps dessus, en fait, c'est ta responsabilité, c'est la responsabilité de la personne qui offre ce marché-là. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que sur la partie PERP, avec le HIP3, on peut choisir l'oracle que l'on souhaite. Okay. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut très bien avoir des oracles sur des choses qu'on ne pouvait pas trader ou peu trader. Par exemple, tu peux avoir un oracle sur le hash rate, par exemple de BTC. Enfin, sur le... C'est ça, non? Ouais, le hash rate, ouais. Ouais, sur le hash rate. Tu peux avoir, je sais pas, des prediction market avec des oracles qui sont en lien avec Polymarket ou avec d'autres choses. Tu peux, par exemple, imaginer que tu puisses avoir un oracle directement connecté au Nasdaq ou au CME pour, genre, dépendre d'eux pour la partie equity, stocks et indices. Et globalement, ça te permet de créer des produits dérivés sur n'importe quoi, puisque tu peux mettre n'importe quel oracle. Et l'oracle, c'est globalement la donnée extérieure que tu récupères qui va permettre de déterminer quel est le prix du sous-jacent, à savoir le prix de l'asset spot. Okay. Donc ça ouvre beaucoup de possibilités. L'autre chose qui est aussi très, très intéressante, et voilà, on l'a vu aussi avec Ventures,
Ventures, qui est une DApp sur Hyperliquid qui veut offrir du trading sur des assets qui ne sont pas encore cotés. Par exemple, sur la valorisation de Kraken, ou la valorisation de OpenAI, ou la valorisation d'entreprises qui ne sont non cotées. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. L'autre chose qui est aussi très intéressante, c'est que, comme j'ai dit jusqu'à maintenant, pour pouvoir offrir un HIP3 et donc build en surcouche d'Hyperliquid et d'offrir ses propres marchés, etc., vous avez besoin d'un million de hype. Donc 1 million de hype, c'est colossal. 40 millions, même des gros acteurs, ils se disent, faut que je mette 40 millions, il y a des risques, hype, ça baisse et tout, même si je crois dans l'infra. Voilà. Et en fait, ce que Kinetic a fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Kinetic, c'est un LST sur Hyperliquid, c'est l'équivalent de Lido, on va faire simple. Donc l'équivalent de Lido sur HL. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un HIP3 as a service, c'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, veut build son HIP3, ils vont voir Kinetic, ils disent, on a besoin de 1 million de hype stakés, et Kinetic, ils vont voir leurs users et ils vont leur dire, OK, qui est prêt à staker des hype dans le but de les prêter pour que derrière, il puisse y avoir un HIP3 créé par un builder par-dessus. Et donc, tu pourrais très bien imaginer que, en prêtant ces hype stakés qui permettent derrière d'offrir ce HIP3, en fait, les gens qui prêtent ces hype stakés, ils puissent obtenir des rémunérations, des incentives, ou un revenu sharing sur ce que ce DEX en surcouche de Hyperliquid obtient en fait, en termes de revenus. Donc, globalement, des possibilités infinies. Après, ça demande beaucoup d'organisation parce que ça demande des sous, ça demande quand même Avec Kinetic, ça réduit la barrière à l'entrée, mais elle est quand même là, mais ça va quand même drastiquement la réduire. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça en crypto. Et en fait, ça se rapproche un petit peu plus de ce que faisait DYDX avec les permissionless markets, mais avec une beaucoup plus grosse barrière à l'entrée. Mais le fait d'avoir une barrière à l'entrée, ça assure qu'il n'y ait que des acteurs assez imposants et capables qui se positionnent, et donc que les marchés proposés soient très liquides. Parce que le problème de DYDX avec les permissionless markets, ça a été qu'il y avait très peu de liquidité sur ces marchés-là. Et donc, ça les rendait moins tradables ou moins liquides, et donc pas forcément désirables, quoi. Donc, moi, ma perspective, c'est qu'il y a des énormes acteurs comme Etherfi, comme Ethena, comme Unit et d'autres. Genre, ça peut être même des exchanges de tier 2, tu vois. Même, par exemple, Bybit qui veut être... Bon, Bybit, ils vont faire Ethereal, ils vont faire leur propre truc, mais peut-être que ce sera un truc bâti sur le HIP3 de Hyperliquid. C'est pas impossible. J'en doute, hein, mais en tout cas, c'est des choses qui vont devenir possibles. Et le champ des possibles est tout simplement gigantesque, quoi. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis pas forcément du même avis. Barrière à l'entrée, égale qualité et tout, pas nécessairement, mais c'est simplement que c'est Hyperliquid qui a l'effet d'aura à un instant T. C'est Hyperliquid qui propose la meilleure expérience on-chain actuellement. Quand je dis meilleure expérience, c'est full package. Hein. En fait, le problème, c'est que si la barrière à l'entrée pour la HIP3 était beaucoup plus faible, en fait, il y aurait beaucoup plus de HIP3. Du coup, en gros, tu aurais une énorme fragmentation de la liquidité, et en fait, tu amènerais des gens qui sont beaucoup moins professionnels et beaucoup moins en capacité d'amener des marchés liquides. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Par contre, gardez en tête, et là, c'est ça que HL a fait de manière intelligente, c'est que si jamais sur le HIP3, il y a des comportements qui visent à nuire aux utilisateurs, les 1 million qui sont stakés pour avoir ce HIP3 peuvent être slashés. Okay. Donc, ils peuvent être sanctionnés, et à tout moment, ils peuvent aussi perdre des marchés ou leur HIP3. Donc, ça les incite à offrir un produit qui est qualitatif, liquide et qui ne nuit à personne. Et donc, eux, ils s'assurent du bien-être des utilisateurs sur les différents HIP3 que les gens vont créer grâce à ce mécanisme-là. J'ai une question sur la partie liquidité, du coup. Quand tu crées ton marché via HIP3, tu profites pas des liquidités d'Hyperliquid ? Non, c'est des marchés différents. D'accord. Mais tu pourrais très bien faire en sorte que, par exemple, imaginons tu veux offrir du BTC USDE en perp, par exemple Ethena pourrait vouloir faire ça, et en fait ils pourraient très bien utiliser la liquidité dans Hypercore, donc dans la version actuelle d'Hyperliquid, et leur marché USDE, USDC sur Hypercore pour market maker sur Hypercore et pouvoir offrir cette liquidité sur leur marché à eux. Tu vois. Enfin, en gros, c'est des liquidités qui sont différentes, mais les gens qui créent les HIP3 peuvent aller taper dans la liquidité d'Hypercore s'ils le souhaitent pour market maker leur propre marché. Et donc, du coup, ça amplifie la performance et la traction qu'il y a sur le produit actuel. Et derrière, eux, ça leur permet d'offrir un produit qui est qualitatif. Après, ça n'empêche pas... Je t'avoue que c'est pas clair pour moi, du coup. Je comprends pas ce choix d'avoir fragmenté les liquidités, justement. Pour moi, l'intérêt, c'était de pouvoir profiter des liquidités. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est des marchés différents. Genre, en gros,
le BTC USD que tu as en perp ou le BTC USDC que tu as en spot sur HL là, actuellement, l'objectif, c'est pas de répliquer ça sur des HIP3, ça n'a aucun sens, c'est déjà disponible. Donc l'objectif, c'est d'amener des marchés différents avec des collatéraux qui sont différents pour subvenir aux besoins de users qui sont peut-être différents ou qui ont des besoins qui sont différents. D'accord, ok. Et du coup, de mémoire, Hyperliquid touche 50% des frais sur le HIP3. Donc en gros, le mec qui le crée, je crois, il a 50% des frais, et l'autre partie, ça va à Hyperliquid qui utilise ça pour acheter du hype. Donc en fait, globalement, c'est une flywheel, c'est un mécanisme super bien construit qui, dans tous les cas, renforce Hyperliquid, mais qui peut permettre aussi des produits régulés que Hyperliquid n'a pas envie d'offrir nativement. Par exemple, moi, je tokenise le cuivre et je fais ma paire cuivre USD sur Hyperliquid. Okay. Et toi, tu as enregistré, tu as un custodian qui garde bien le cuivre. Bon, après, c'est des perps, donc c'est des dérivés. Mais par exemple, tu pourrais avoir l'entité qui offre ça. Elle peut être régulée auprès de la SEC pour que des utilisateurs américains puissent accéder à ce HIP3, puisque en fait les utilisateurs américains ne peuvent pas accéder à Hyperliquid, mais on pourrait leur permettre d'accéder à ces marchés grâce à un tiers qui lui est régulé. Ça devient plus clair. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Jusque-là, ouais, je pensais que les liquidités c'était les mêmes, moi, tu vois. Mais en fait, non. Ok. Non, c'est totalement différent. Le HIP2, c'était un moyen pour n'importe qui de lancer un asset spot sur Hyperliquid et d'avoir un market maker natif qui est Hyperliquid, enfin le HIP2 lui-même, à qui tu donnes de la liquidité lorsque tu veux lancer ton token. Le HIP3, c'est la même chose, mais en dehors d'Hyperliquid et pour les produits dérivés. Et moi, de ma compréhension, c'est surtout les produits dérivés, mais peut-être qu'il y aura du spot aussi sur le HIP3, je sais pas. Je pense qu'ils ont quand même envie de garder le spot peut-être nativement sur HL ou via Unit. Et quand tu parles de produits dérivés, c'est produits dérivés... Désolé, bon, pour que vous le sachiez, moi, j'ai jamais fait de levier, que ce soit long, short, j'en ai jamais fait, donc en fait, j'ai une grosse lacune sur cette partie-là. Mais par exemple, tu vois, Bitpanda, ils ont sorti le margin spot, donc ils te prêtent des liquidités. Voilà. C'est pas du margin spot. Là, c'est un produit dérivé que tu peux long ou que tu peux short. Bah, c'est comme quand tu vas sur Binance et que tu veux trader les dérivés. Ouais, c'est des futures, quoi. C'est des perpetual contracts. En gros, jusqu'à maintenant, il y avait des contrats avec des dates d'expiration en TradFi. Et en gros, en crypto, on a inventé les perpetual contracts, qui en fait sont des contrats qui se renouvellent, je sais plus, c'est chaque seconde. Donc en fait, la date d'expiration, c'est chaque seconde, mais il est continuellement renouvelé, ce qui fait que tu as un produit dérivé qui suit le prix spot et qui est tradable facilement. Et globalement, aujourd'hui, les gens qui tradent les produits dérivés sur les cryptos, c'est des perpetual contracts. Et donc, HIP3, c'est pour ça. Et du coup, je pense que Unit va jouer un grand rôle dans tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gros acteurs qui vont se positionner. Et dans tous les cas, je pense que ça va très fortement bénéficier à Hyperliquid. En tout cas, moi, c'est ma perspective là-dessus. Et je sais déjà en off qu'il y a des énormes acteurs qui vont se positionner dessus. Vraiment des énormes acteurs. Donc, je vois pas Enfin, pour moi, ça va être que du plus. Et surtout, ça va être que du revenu supplémentaire pour Hyperliquid. Donc, plus de buyback, une plus grosse valorisation, etc. Après, peut-être que les métriques actuelles sur la plateforme vont baisser, ou peut-être que le marché va aller à zéro, et voilà. Mais en tout cas, c'est ma perception de la chose actuellement. C'est pas incohérent de racheter un token qu'ils ont donné en partie de l'airdrop au départ. Pourquoi ce serait incohérent? En gros, c'est juste... Tu peux pas savoir, globalement, ils font que racheter des tokens qu'ils ont airdroppés parce que le supply en circulation, ça correspond uniquement à l'airdrop. Mais c'est juste une manière de permettre aux holders du hype d'avoir une appréciation de celui-ci. Au lieu de verser des dividendes, tu te buy back. C'est un peu comme Apple qui buy back des parts de l'entreprise, sauf que là, c'est poussé à l'infini, quoi. Je comprends que Picsou a pas vendu son bac de hype. Non, mais évidemment, j'ai accès à des informations et des choses en backstage qui sont très intéressantes. Et c'est pour ça que ça me permet d'avoir une vision qui est plus complète. Et mon objectif, c'est de vous expliquer au maximum toutes ces choses-là que je vois en backstage, sans tout leak, quoi. HL qui peut bloquer tes hype stakes, alors bon vouloir, ça peut faire peur aux potentiels acteurs. Non, c'est dangereux. Après, je suppose que c'est les validateurs et etc. qui vont décider. C'est pas Hyperliquid. Bon, après, les validateurs, ils sont très affiliés à Hyperliquid et à la vision de Jeff, etc. Mais techniquement, je suppose que c'est les validateurs qui vont se lâcher. Et s'il n'y a pas de risque de slashing, en fait, t'ouvres la porte à des abus, en fait. Et je pense que ce qui a fait la différence avec Hyperliquid, c'est qu'il n'y a eu aucun abus
et que les plus peu de problèmes qu'ils ont eu, ils ont remboursé leurs utilisateurs, en fait, comme ils l'ont fait encore récemment avec le problème d'API qu'ils ont eu. Interview de Jeff, numéro 2, incoming. J'y travaille. C'est difficile. On nous a posé la question, tu penses quoi du Gaming Web 3? J'en profite, c'est le sujet, je maîtrise un petit peu mieux. Sur la partie Gaming Web 3, en fait, actuellement, déjà, je vais vous dire des termes qui vont peut-être faire mal, surtout que je suis ambassadeur d'Ultra historiquement, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, créer un jeu, ça se fait soit sur des moteurs prioritaires de studio. Tu sais, par exemple, Rockstar, ils ont leur propre moteur pour GTA. Tu vas avoir Capcom qui va avoir leur moteur, etc. Mais sinon, les 3 vrais moteurs du secteur du jeu vidéo, c'est Unreal Engine, Unity et Godot. Ce qui se passe, c'est que dès que tu veux un jeu d'envergure, la réalité, c'est que c'est Unreal Engine. Il y a des trucs qui se passent sur Unity, mais voilà, c'est Unreal Engine. Et en fait, moi, de ce que je constate, c'est que c'est extrêmement compliqué de faire un jeu multijoueur propre. C'est-à-dire que tu peux faire un jeu solo, tu as plein d'outils pour le faire, je suis en plein dedans, donc je me rends compte que tu as vraiment tout ce qu'il faut, mais à partir du moment où tu veux une dimension online, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous jouez en ligne, les gens sont répartis un petit peu partout à travers le monde, avec un ping différent. Et donc, tu dois coder la façon de gérer le ping de tout le monde pour que les gens, quand ils tirent sur quelqu'un, par exemple, ça touche, quand ils sont plusieurs sur une carte, qu'ils n'ont pas l'impression que ça lag, etc. Donc, il y a du lag de compensation, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Mais quand je vous dis c'est extrêmement compliqué, c'est ultra hardcore. Et même les outils intégrés de Unreal sont très mauvais à ce sujet-là. C'est-à-dire que tu prends l'exemple de Valorant, par exemple. Valorant, ils ont pris une Unreal Engine, toute la partie réseau, ils l'ont vidée, ils l'ont recodée eux-mêmes. Donc la partie réseau de Valorant, c'est pas une Unreal Engine, ils l'ont faite maison. Pareil pour Marvel Rivals, pareil pour plein de jeux comme ça. Du coup, Star Atlas, visiblement, ont fait leur propre partie réseau. Pourquoi je vous dis ça? Qui va jouer un jeu Web 3 solo? Tu vois, personne. Tu vois, les gens, ils veulent un jeu multi. Et en fait, tu te rends compte que des jeux Web 3 multi, il y en a quasiment aucun, en fait. Bah, le marché, il évolue pas trop. Et je pense que c'est pas prêt de changer, en fait. Parce que tu te rends compte que, par exemple, chez Ultra, il n'y a pas de jeu multi. Actuellement, il y aura Citadel, mais plus tard. Il y a Off the Grid qu'on a vu. Neon Heroes, bon bah là, c'est en train de partir à la cave. Et en fait, c'est la galère. Donc, le savoir-faire de faire du multi, on l'a pas dans le Web 3. Et tant qu'on ne l'aura pas, bah, je pense qu'il n'y aura pas de marché Web 3 en fait. Il y aura des promesses, il y aura des trucs, mais ça ira nulle part. Donc, assez bearish à court moyen terme sur le gaming Web 3 de mon côté, maintenant que j'ai ces informations à ma disposition. La rumeur selon laquelle Lucanet aurait acheté OpenSea, vous y croyez? En fait, le truc, c'est que OpenSea, ils ont tellement... Je pense qu'ils ont levé à des valos de zinzin. Enfin, moi, j'avais vu passer des valos de zinzin en 2021. Et je pense que c'est compliqué de racheter une boîte comme ça, Underwater, sachant que les NFT, ils ont perdu en traction. Enfin, genre, c'est pas que tu rachètes une coquille vide, mais t'as presque plus intérêt à bâtir ton propre empire et ta propre marketplace si tu veux vraiment reprendre le marché des NFT. Alors après, peut-être c'est trop compliqué, ça demande trop d'argent, mais pour moi, il n'aura jamais assez d'argent et si jamais il faut un truc, c'est plus genre, il a acquis une part substantielle, mais pas majoritaire. Et je le vois pas trop faire ça. Par contre, racheter Clonix, peut-être. En tout cas, j'ai vu des gens qui parlaient de ça sur Twitter. Ça me semble un peu plus probable. J'ai entendu parler d'une info sur le rachat Clonix, ouais. Je sais plus qui m'en a parlé, mais j'en ai entendu parler de cette histoire. Quelqu'un qui est dans le chat qui dit que ça a été démenti par Lucanet, ouais, ça m'étonne pas. Bon, bah voilà. Donc ouais. Mais ouais, compliqué les jeux Web3. En fait, c'est trop compliqué à faire et les gens qui font des jeux Web3, c'est pas des gens qui sont habitués à faire des jeux déjà de base. Donc ça lève des fonds et ça produit rien. Yopixu, t'en penses quoi des reward assets, surtout de Centrifuge? Ils viennent de nommer CEO, un ancien dirigeant de Goldman Sachs, c'est énorme. Après, des anciens dirigeants de Goldman Sachs, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Ouais, c'est... Mais sinon, les reward assets, moi, je suis très bullish et je pense que la suite logique des choses, ça va être... déjà, l'USDT en soi, c'est un reward asset. Et techniquement, il a une traction énorme. Et je pense que, vu que la TradFi est de plus en plus intéressante dans les cryptos, les reward assets, ça va faire qu'exploser parce que ce qu'ils vont vouloir, c'est d'avoir les assets qu'ils trade aujourd'hui ou qu'ils achètent ou dans lesquels ils investissent aujourd'hui on-chain. Donc, je pense que les reward assets, ils vont exploser. Je pense que les tokenized, donc genre la version tokenisée des stocks ou des indices ou d'autres choses, ça va s'étendre. Je pense qu'on a vu encore Coinbase en parler et l'annoncer, je crois, dernièrement. Donc, je crois énormément à l'attraction. En fait, je pense qu'il suffit... En fait, le dollar en soi, il est déjà très bien tokenisé. Les T-bills aussi, enfin...
Genre, on le voit avec les stablecoins qui existent déjà, avec Ethena, avec Circle, avec Tether, etc. Mais je pense que la partie la plus excitante, c'est d'avoir les stocks et les indices on-chain. Et ça, je pense que ça va arriver très bientôt. Le problème, c'est qu'il manque un peu l'étincelle qui fait que tu as une bonne liquidité et que ça rend l'asset tradable et désirable. Ce qui n'est pas encore le cas, parce qu'en fait, on a vu Xtox lancer des choses sur Solana, mais il y a peu de liquidité, ça a peu d'usage, etc. Et moi, mon take, par rapport à ce que je vois sur le hashword, parce que je ne peux plus le prononcer, c'est que en fait, l'attraction, je pense que sur les stocks et les indices, va venir des produits dérivés. Moi, je pense que en fait, les produits dérivés seront les meilleurs instruments pour s'exposer à ça, notamment parce qu'avec le HIP3 et tout le reste, en gros, tu peux mettre un Oracle Price qui est celui du Nasdaq, de la TradFi en temps réel. Donc, en gros, tu n'aurais pas trop ce problème-là, à part les week-ends, ce qui complexifie un peu les choses et ce qui crée beaucoup de contraintes. Et je pense qu'une fois qu'on aura cette demande sur les produits dérivés, là, le spot suivra parce que la demande augmentera. Et dans tous les cas, on va avoir besoin de spots parce qu'on va avoir besoin de lender et borrow, d'emprunter, de prêter un chain sur un AV, etc. Je pense qu'il faut juste le bon émetteur. Et le bon émetteur, si ça se trouve, ça va être Coinbase. Mais moi, je vois pas pourquoi le bon émetteur, ce serait pas BlackRock, en fait. Parce que si vous réfléchissez bien, BlackRock ont absolument tout mis en place pour qu'on en arrive à avoir leurs produits, et notamment des stocks et des indices, tokenisés. C'est eux-mêmes qui gèrent les ETF en TradFi. Et ils ont déjà tokenisé des choses sur Ethereum. Ils sont très impliqués. Ils ont le Beedle, qui est globalement du T-bill. Et moi, je pense que c'est soit un Coinbase, soit un BlackRock ou un Fidelity qui vont au final tokeniser les stocks, etc. et qui auront énormément de liquidité et surtout qui auront une sorte de garantie et de confiance sur laquelle tout le monde pourra s'accorder et se mettre à trader. Donc, moi, je pense que les gens sont trop bearish sur l'intégration des stocks et des indices on-chain. Je pense que c'est la prochaine révolution qui arrive et je pense que c'est celle qui prendra le plus de place. Ondo est évidemment bien positionné, mais Ondo, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Ça fait super longtemps qu'ils sont là. Ils ont toujours, ils ont le Ondo Global Markets qui a pour objectif de faire ça. Mais Ondo, ils étaient en avance sur tout le monde, entre guillemets, sur la narrative. Et par rapport à ce qu'ils ont délivré, moi, je trouve ça extrêmement décevant. Je trouve Je suis d'accord. Extrêmement décevant. Aujourd'hui, Ondo, ils ont innové sur quoi? Parce qu'avoir des T-bills tokenisés, on les a déjà avec Tether, ou même avec Circle, ou même avec Usual, ou même avec Ethena, d'une certaine manière, et puis avec le BlackRock Beedle. Globalement, ce qu'ils ont fait, tout le monde l'a fait. Il n'y a rien d'intéressant, de très intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les stocks et les indices tokenisés, mais sur ça, ils n'ont toujours pas pris le lead. Et en fait, je trouve qu'ils ont eu des comportements qui étaient un peu, le fait de surfer vraiment sur l'image de BlackRock avec Ondo et tout, sachant que BlackRock ont jamais, en gros, ils ont juste une relation de client comme n'importe qui travaille avec BlackRock, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai un peu l'impression qu'ils nous ont pris pour des cons sur certains trucs. Après, si Ondo Global Market tient ses promesses, très intéressant. Mais moi, je reste vraiment sur ma fin pour l'instant. Tout à l'heure, on m'a posé la question, on nous a posé la question, comment anticiper un narratif? Il y en a, il me dit gros pif, je suis au courant, merci. Comment anticiper un narratif? En fait, qu'est-ce qui a plu dans le narratif de l'ICO? C'était la facilité de lever de l'argent. Qu'est-ce qui a plu dans le narratif NFT? Et la facilité de lever de l'argent quand les ICO ont été régulés, qu'on se le dise. Tu vois. Et depuis, le narratif qui a fait le plus sens, on va dire, c'était l'IA. Et moi, je pense que tous les beaux narratifs qui vont se construire, ça va être des dérivés de l'IA. Pas nécessairement agent IA, mais le fait de pouvoir permettre à des gens qui jusque-là n'avaient pas les capacités techniques de faire quelque chose, par exemple, de pouvoir le faire justement parce qu'ils sont accompagnés par IA en faisant des sites, des applications, des réseaux sociaux, des expériences avec l'IA. De toute façon, tu verras, tous les milliardaires te disent que la jeunesse doit se focus sur l'IA. T'as le patron de Steam qui a dit si j'étais jeune, moi, ce serait full focus sur l'IA. Et je pense que c'est ça le narratif. Mais il faut que ça fasse sens et surtout, il faut que la blockchain ait un intérêt là-dedans. Parce que l'IA, oui, mais l'IA plus la blockchain, ça, c'est un autre sujet. Quelqu'un qui me demandait mon avis sur AAV dans le chat. Moi, je pense que tout ce dont on a parlé avant sur les actions et les indices tokenisés, ça va énormément profiter à AAV. S'ils ont la capacité d'offrir ces assets-là, je pense que AAV va exploser. Et AAV, c'est déjà la porte privilégiée pour les instituts et les intégrations de banques, etc. Et je pense que ça va continuer de l'être. Et en fait, je vois pas je vois difficilement un monde où AAV perd le lead
et je vois difficilement un monde où AAV n'explose pas en termes de traction de TVL, etc. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a parlé de Maple aussi, Maple très intéressant. Mais AAV, enfin, en fait, AAV, ils sont dans un spot qui est compliqué à prendre. Il y a Morpho qui essaye de le prendre aussi avec une approche très intéressante. Ils ont beaucoup de traction ici. Il y a aussi le projet de Trump, World Liberty Finance, mais c'est basé sur AAV, je crois. C'est basé sur Donc, Trump, il va faire ses trucs, mais Trump, il va pas être président 20 ans de suite, quoi. Donc, moi, je pense que AAV a vraiment de beaux jours devant eux. Je pense qu'on n'est pas assez bullish sur l'attraction que AAV va avoir. Évidemment, si le marché crypto baisse et que l'utilisation baisse, etc., ça aura un impact sur leurs métriques. Mais à partir des éléments qu'on a actuellement, l'intérêt des instituts, les ETF, les inflows qu'on voit, etc., je pense que AAV, c'est vraiment du... Pour moi, c'est un des protocoles, genre en dehors de Bitcoin en dehors de Bitcoin, Ethereum, etc. Enfin, je pense que c'est un des trucs qui restera et qui bougera peu. Ouais, je pense tu vois, Uniswap, je pense que ça peut un peu plus bouger. Même si c'est gros, je pense que ça peut un peu bouger. Mais AAV, en fait, la force d'AAV... En fait, Uniswap, ils sont là en fond. Mais j'ai l'impression que AAV, ce qu'ils maîtrisent encore mieux, c'est que, en fait, tu as quand même envie d'utiliser leur front-end. Et ils gèrent très bien leur distribution aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, tu te rends compte que avoir une idée, c'est bien, mais si dans l'exécution, t'es nul, on va dire... les gens vont te pomper ton idée, ils vont faire mieux que toi. Et c'est pour ça que tu as des projets comme, tu le disais, tu as des projets comme tu le disais, Ethena, Ethena, ils sont arrivés, ils ont tout baisé, tu vois. Parce que ils ont fait un truc mieux que les autres. AAV, ils sont toujours là, ils ont pas forcément offert les yields les plus fous, mais ils se sont pas pris des dingueries qui ont fait qu'ils ont tenu qu'un demi-cycle, ils sont toujours là. Et tu prends les narratifs RWA, par exemple, tout le monde nous parle d'RWA, mais dans ta tête, tu te dis pas il y a ce protocole RWA, il est intouchable. Non, tu te dis pas ça avec Ondo, tu te dis pas ça avec Plume, etc. Tu peux avoir n'importe quelle chaîne qui peut arriver, qui peut faire du reward asset et basta. Moi, je pense que du coup, AAV sera un des protocoles qui va profiter le plus des reward assets et de la TradFi. Pour moi, c'est un des énormes gagnants. Ouais, aussi. Et t'as Maker qui est à croquer à fond sur ce narratif aussi, ouais. Donc, à surveiller tout ça. Est-ce que vous regardez d'autres trucs, les potes AAV, c'est un livret A. AAV, en gros, ça te donne l'infrastructure pour du lending borrowing. Et n'importe qui peut lend et borrow sur AAV. Et n'importe qui peut fork aussi. Je crois la V3, je crois, c'est ça. Ouais, il me semble. Et c'est une infra sur laquelle tout le monde repose. Aujourd'hui, je pense qu'un AAV tombe, genre vraiment tombe complètement, ça a un bien plus gros impact que FTX. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de protocoles qui reposent sur AAV, tu as beaucoup d'utilisateurs qui reposent sur AAV, tu as plein d'exchanges, je suppose, qui reposent sur AAV, parce que je pense que AAV ont été intégrés dans des solutions style Centralized Exchange. Juste, vous ne le voyez pas, parce qu'en fait, ils vendent le produit sous un autre nom. Il y a beaucoup de choses qui, je pense, s'appuient sur AAV. Donc, je pense que AAV qui tombe, ça ferait mal, et ça montre à quel point AAV a pris une position gigantesque. Je crois que c'est 25% de la TVL DeFi AAV, pour vous rendre compte. Et petite parenthèse des gènes, le narratif Memecoin aussi, tu vois. Le narratif Memecoin, est-ce que il va rester? Est-ce qu'on va continuer de voir de la connerie à outrance pendant longtemps, tu vois? J'ai dit 10%, les gars, j'ai pas dit... Mais je crois que c'est vraiment... Je crois qu'ils avaient tweeté avec c'était 25% ou un truc comme ça, ou peut-être 30%, mais c'est gigantesque. Sur les meme coins, en fait, les meme coins, je pense que ça va toujours être la même chose, ça va être des vagues de hype. C'est-à-dire, en bear market, il se passe rien, tout le monde s'en branle. Et puis, en bull market, t'as quelques pics d'intérêt pendant lesquels tout le monde se positionne. Et je pense que sur les meme coins, sur 5% du temps, tu exécutes 90% du volume qui est tradé, tu vois. En très peu de temps, tu as la majorité de l'activité des meme coins dans un cycle. Genre, sur 5% du temps du cycle, tu as 90% de l'intérêt des meme coins. Et après, le reste du temps, c'est très difficile. Parce que les meme coins, ça marche à la hype et à l'attention. Et c'est très difficile de garder de l'attention dans le temps, d'autant plus en bear market. Ouais, je sais pas, parce que le truc, c'est que Doge a été assez décevant. Pour moi, Doge, c'est un petit peu le Bitcoin du meme coin, tu vois. C'est un peu le métronome de tout, et c'est vrai qu'il a été assez décevant. Et après, on a eu des meme coins de nouveaux cycles, on a eu le Shiba, on a eu le Floki. Là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a Bonk qui s'en sort pas trop mal, parce que justement, Bonk devient un peu pump fun. C'est là où ils ont été très intelligents, je pense, de ce point de vue-là. Mais il peut y avoir un nouveau projet qui arrive et qui fasse ce que font Bonk et pump fun, avec peut-être des incitations économiques encore plus agressives. Donc, je sais pas trop quoi en penser, tu vois. Ouais, t'as pas un leader, en fait. Plus. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Maple. Je pense qu'il va falloir vraiment que je digue à mort. Ouais, après, les meme coins, c'est du culte. C'est du culte. C'est
c'est des communautés. C'est des NFT, mais sous forme de RC20, quoi, globalement. Parce que là, actuellement, dans le Laura, délire, elle est dans la autour de narrative. Pengu. Ouais. D'ailleurs, pourquoi Pengu, ça pète si fort, là? J'arrive pas à expliquer pourquoi Pengu, tout le monde se l'arrache en ce moment. Moi, je pense que c'est juste des vagues, hein, honnêtement, d'intérêt. Et puis après, c'est une prophétie autoréalisatrice. Enfin, t'as des gens qui commencent à en acheter, qui poussent le prix, puis derrière, t'en as d'autres, et puis après, on se dit, mais pourquoi Pengu, ça pète? Enfin, je pense pas qu'il y a d'énormes news fondamentalement sur Pengu. Après, peut-être que juste le Canet, c'est en train de tout baiser et de faire un plan en mode 4D chess, et ça va passer. Ouais, donc c'est parce qu'ils ont réussi à sortir les trucs hier. Il a dit qu'il ouais, serait les 50e de bénéfices de l'entreprise pour buyback. Ok, ça, je savais pas du tout. C'est vrai, vrai ou... Je savais pas non plus. Mais du coup, en fait, Pengu, ouais, c'est ça, c'est Pengu, c'est le nouveau Bored Ape, quoi. En gros, Bored Ape, ils ont perdu Laura, Ouais, et c'est Pengu qui l'a récupéré, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, t'as juste l'impression que Pengu et Pudgy Penguin se sont bougés le cul et que, Bored Ape, ils se sont chiés dessus, quoi. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la taille du fumble de Bored Ape. Hein. Ils ont levé, je crois, c'était 600 millions. Enfin, je sais pas, c'était des montants gigantesques, des centaines de millions. Je vous donne un petit alpha parce qu'il y a des briques qui sont publiques et que voilà. Dites-vous qu'il y a un monde où Team Vitality aurait pu remplacer son sponsor Tezos par Bored Ape. Hein. Et au final, ça s'est pas fait. Maintenant, ils ont signé Stake. Ouais, c'est ça, Stake. Ils ont signé ça Stake, s'est pas fait. Et bah, question pour le chat, si ça s'était fait, vous pensez qu'un partenariat comme ça aurait été extrêmement bénéfique ou ça aurait été juste bénéfice, petite vague Team Vitality? Je pense que ça aurait été cool, mais négligeable dans le sens où c'est pas un partenariat avec une équipe e-sport qui fait que genre tu remontes la pente d'aussi loin. Et je pense qu'on le voit beaucoup avec des taux. Enfin, ApeCoin, ils ont sponsorisé la F2, je crois, ou la F1, je sais plus. Genre, en tout cas, ils étaient affichés. Enfin, mais globalement, c'est quand tu marketes avec la F1 par exemple, ou genre des team e-sport. C'est pas avec ça que je pense que tu vas faire une énorme acquisition. Je pense que c'est plus avec ça que tu vas juste asseoir une position. Et c'est fou parce qu'ils ont sorti la Ape Chain. La première semaine, c'était la folie. Et puis, plus rien. Mais est-ce qu'il y a quoi d'intéressant à faire sur la Ape Chain actuellement? Pas grand-chose. Bah rien. Mais c'est ça qui est ouf. C'est que fut un temps, ils sortaient... En fait, avant, ils sortaient v'là les produits. Et ils faisaient des incitations économiques entre tous leurs produits. Souviens-toi, t'as eu les Bored Ape, après t'as eu les mutants, après t'as eu les chiens, après t'as eu... plein de trucs, et puis ils ont tout arrêté, tu vois. En fait, moi, je pense, ma perspective, c'est qu'il y a un nombre fini de gens qui build et un nombre infini de projets. Et du coup, en fait, les builders, au final, ils finissent par se concentrer sur des écosystèmes où ils ont la meilleure espérance de gain. Et je pense qu'une fois que les incentives sont passés, l'espérance de gain, elle est juste meilleure ailleurs. Et pour certains, ça va être juste des mercenaires, et pour d'autres, ils veulent juste profiter de l'effet de réseau, et ils se disent que sur ApeChain, c'est pas là qu'ils vont avoir leur effet de réseau. Enfin, même aujourd'hui, tu builds quelque chose de super innovant, est-ce que tu vas le faire sur la ApeChain? Ce serait de tirer une balle dans le pied. À part si tu as des vraies raisons économiques ou des choses que je sais pas, c'est trop compliqué. Trop de cash aussi, plus la motive de build. Ah, ça, c'est une réalité aussi. Hein. Je pense que c'est une réalité, ça. Ouais, c'est un beau... Ça me fait penser à Nino avant l'argent et après l'argent. Tu vois, c'est comme les rappeurs. Pour moi, ils sont à leur prime quand ils sont dans la Hesse, et après, c'est terminé. Ouais. Et bah, je pense que les builders et les chains, c'est la même chose. Ils sont à leur prime quand ils ont besoin de croquer, et une fois qu'ils ont croqué, c'est le péché originel. Tu peux plus revenir en arrière. Tu peux plus retrouver la grinta. Et chez les joueurs pros, t'as le buff puceau. Tant qu'ils sont puceaux, ils gagnent des LAN, et dès qu'ils ont une meuf, c'est le fall down. chaque industrie a sa hantise. Pas tous, hein, mais bon. Est-ce qu'on passerait pas un petit peu sur de l'actu, Capet? Si, c'est parti. Ziwu a une meuf. Ouais, mais Ziwu, c'est l'élu. Et Ziwu, c'est... Oui. Non seulement c'est l'élu, mais c'est probablement le pro le plus humble de tous, et c'est pour ça qu'il est toujours au niveau, en fait. Il a pas le melon. C'est le Magnus Carlsen de CS. Et je peux vous dire que sur CS, il y en a un paquet qui ont du melon. Donc, quand tu ne l'as pas, ça fait la diff. Simple n'avait pas le melon. Simple est toxique, mais il n'avait pas le melon. Le fall down de Simple, il s'explique par la guerre en Ukraine, malheureusement. Alors, hop, c'est parti, actualité. Je cache le chat, du coup. Voilà. Yes. Du coup, actu de la semaine, eh ben, on commence déjà sur l'actualité Bitpanda. Donc, Bitpanda qui a sorti du coup le produit Margin Trading que je vais vous présenter. Donc,
comme il y a eu cette fameuse réglementation MiCA, mais pas que, il y a aussi la réglementation sur les produits dérivés, je crois que ça s'appelle MiCAR. En fait, on se rend compte que des exchanges régulés qui proposent des produits avec des effets de levier suffisants, il n'y en a quasiment pas. Et c'est là où Bitpanda s'est placé fort, puisqu'ils arrivent avec un effet de levier jusqu'à x10 pour une grosse partie des actifs. Alors, j'ai bien pris le temps de préparer le compte. Quand vous êtes connecté à Bitpanda, maintenant, dans Trader, vous avez l'option levier. Alors, bien entendu, précision, je ne vous invite pas à faire des leviers. C'est dangereux, c'est un parfait moyen de se faire découper, mais je dois vous en parler parce que c'est une actualité forte de Bitpanda. Donc, Et le c'est principe surtout d'un que effet... le levier, c'est Vas-y. un bon produit si on sait le maîtriser. C'est surtout ça. C'est que, enfin, en fait, c'est toujours le truc de, bah, je prends du levier pour prendre plus de risques. Alors que le levier, il est juste là pour mettre moins de capital sur ta position et faire en sorte de pouvoir utiliser ton capital ailleurs, tout comme ce que les gens font en soi en DeFi. Tout à fait. Et donc, du coup, alors, vous voyez, on a des leviers parfois x10, parfois x5, ça va dépendre des liquidités. Donc, ce n'est pas des produits futurs, c'est du margin trading. C'est-à-dire que c'est Bitpanda qui vous prête des fonds. Vous ne pouvez donc pas vous servir de cet outil-là pour shorter. Vous avez des produits qui s'appellent tokens à effet de levier x2, où il y a des tokens longs, il y a des tokens short. Et pour ce qui est des jusqu'à x10 en trading sur marge, ça va être uniquement pour des positions à la hausse. Donc, comment ça fonctionne? Bah, simplement, vous sélectionnez un actif. Donc, moi, je vais rester sur le classico BTC. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Voilà, Bitcoin. Donc, très simple. Hein. Vous choisissez votre solde sur votre compte, en euros ou autre. Vous choisissez l'effet de levier. Et donc, par exemple, quand vous mettez un levier x5, bah, c'est comme si, en déposant 1 euro, vous en aviez... Par contre, ça veut dire que vous avez un prix de liquidation qui est eh bien, à 80 000 euros plus les 1% de prix de liquidation. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, actuellement, Bitcoin, il est autour de 100 000 euros, l'unité. Donc, en fait, si vous prenez une position à effet de levier x5 actuellement, si le prix monte d'1%, eh bien, c'est comme si vous preniez 5%. Par contre, à l'inverse, si le prix baisse d'1%, eh bien, vous perdez 5%. Donc, forcément, si le prix baisse de 20%, x5, bah, moins 100%, vous perdez la caisse. C'est pour ça que c'est un produit qui est extrêmement dangereux si vous faites n'importe quoi. Parce que les gens sont toujours... Si jamais. C'est pas le mien, c'est ma femme. Excusez-moi. En gros, les gens sont tentés de se dire « Ouais, c'est bon, c'est sûr, ça va rebondir, j'achète maintenant. » Et en fait, c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver piégé. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les leviers, il faut savoir ce que vous faites, il faut éviter d'aller tout de suite directement sur des leviers extrêmement puissants. Voilà. Mais ça fonctionne de cette façon. Donc, au niveau des prix, vous avez 0% à l'achat, 0,3% à la vente. Vous avez également 0,03% de financement toutes les 4 heures, soit 0,18% par jour, ce qui est beaucoup plus cher que ce que vous pouvez trouver sur certaines plateformes concurrentes. Et le fameux 1% de prix de liquidation, et ben pour vous l'expliquer simplement, imaginons que je fais un levier x10. Donc là, c'est vraiment histoire de vous expliquer. Encore une fois, je ne vous fais pas une invitation à aller vous faire déglinguer sur des leviers. Simplement, si le prix du Bitcoin est d'environ 100 000 euros actuellement, avec un levier x10, vous pouvez voir que vous avez un prix de liquidation qui n'est non pas à 90 000 euros, mais il est plus haut. Il est à 92 000 euros. Pourquoi? Puisque vous avez Bitpanda... Une marge de sécurité pour qu'il puisse vous liquider, en gros. Voilà, qui va mettre une marge de sécurité de l'ordre de 1%. Donc 1% x10, voilà, ça fait environ 1000 ou 2000 euros à peu près au prix actuel. Donc, voilà, vous avez ce nouveau produit qui est proposé. Quand vous mettez en place des euros, vos fonds sont convertis directement en EURCV, qui est en fait un stablecoin régulé. Et après, vous pouvez suivre vos positions directement sur la plateforme. Voilà pour l'explication. C'est même possible qu'ils le fassent en DeFi, non? Parce qu'en gros, s'ils prennent de l'EURCV et qu'ils l'utilisent peut-être en DeFi pour emprunter d'autres assets. Non, je pense pas, il y a trop d'assets. Mais je sais pas du tout. On nous demande dans le chat, est-ce que les leviers sont acceptables en France? Ben justement, oui. En fait, la grande particularité, c'est que Bitpanda font partie des premiers à proposer ce type de produit. Il va y avoir d'autres plateformes qui vont arriver bientôt, je pense, pour proposer ce type de produit. Mais là, ils ont une quasi-exclusivité. Et je crois même que c'est les seuls, si je dis pas de bêtises, à proposer du jusqu'à x10. Ouais, mais je crois que Kraken, ils font pas jusqu'à x10. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais il me semble pas qu'ils aient autant. Mais c'est pas des produits dérivés, du coup, là, c'est du margin trading spot, ce qui est différent. Ok. Je l'explique parce que, en gros, quand vous tradez les perpétuales, etc., en gros, vous êtes sur un produit dérivé qui réplique le spot et derrière, vous pouvez prendre des positions, vous payez un funding, etc.
Là, en gros, ce que vous faites, c'est que genre vous faites du margin, mais sur du spot, en fait. Donc, vous n'êtes pas vraiment sur un produit dérivé, c'est plutôt genre l'exchange qui va vous prêter de l'argent, enfin, vous prêter du spot que vous n'avez pas. Et voilà. Donc, il y a Kraken qui fait ça depuis extrêmement longtemps. Je me souviens même en 2017, il y avait des problèmes sur Kraken parce qu'il y avait tellement de gens qui faisaient du levier en spot qu'il n'y avait plus assez de fonds dans le fonds de réserve. Et du coup, ils ne pouvaient même plus prêter aux gens. Mais voilà. Mais voilà, gardez en tête que le levier, c'est intéressant si vous savez comment vous en servir. Et si jamais vous ne savez pas comment vous en servir, renseignez-vous avant de faire quoi que ce soit. Parce que on rigole pas avec ça, quoi. C'est de l'argent et l'objectif, c'est pas que ce soit quelque chose qui vous pénalise, mais plutôt un outil que vous puissiez utiliser pour utiliser votre capital de manière plus efficiente. Voilà, vous laissez pas avoir par la gourmandise en vous disant je comprends tout en ce moment, tous mes trades ils sont bons, je vais prendre l'accélérateur et je vais devenir très riche très vite parce que c'est comme ça que vous allez vous faire zigouiller. Et vous voyez très bien que le marché peut être extrêmement positif jusqu'à vous mettre dans un sentiment de c'est bon, on est reparti, on va aller beaucoup plus haut. Puis il vient vous détruire d'un coup, quoi. Donc soyez extrêmement vigilants avec cette typologie d'outils. Voilà, et donc quand il parle de 0,18% par jour de taux de financement, eh bien tout simplement, en fait, votre marge, c'est-à-dire l'argent que vous avez en jeu, il y a des petites commissions qui sont prises toutes les 4 heures, de l'ordre de 0,03%. Donc au fur et à mesure des jours, si vous avez votre position qui reste ouverte, eh bien votre marge, elle va baisser. Donc faites très attention à ça aussi. Voilà, donc un outil qui est très intéressant, mais il ne faut pas faire de bêtises avec, il faut bien se renseigner à ce sujet avant. Et vous avez tout ce qui est expliqué, bien entendu, dans le Coin Hebdo que vous retrouvez en description si vous écoutez ça sur YouTube. Et je vous ai même laissé le lien, plus d'infos sur le site de Bitpanda qui explique tout ça bien comme il faut. Donc ensuite, on a une annonce de Linea, qui est en fait le layer 2 de l'entreprise Consensus, qui se dit un peu plus aligné avec Ethereum. Donc il va essayer de pousser les gens à venir bridger un maximum d'Ether sur le layer 2, en sachant que ces Ethers vont générer du yield. Et accessoirement, donc quand vous utilisez l'écosystème Linea, c'est le jeton Ether que vous utilisez pour payer le gaz, et 20% des frais vont servir à brûler de l'ETH. Et si j'ai bien compris, 81% des frais vont servir à brûler du Linea, donc les deux jetons vont être déflationnistes. Pour ce qui est de la tokenomics, on aurait apparemment 85% des tokens Linea qui seraient attribués à la communauté et aux développeurs, que ce soit pour les airdrops et autres, et seulement 15% pour Consensus, et ce sera bloqué sur 5 ans. Donc ils vont essayer d'y aller fort, et dans la même foulée, ils vont sortir un DEX qui s'appelle EtherX, où ils vont essayer justement d'avoir un petit peu d'activité dessus. Donc moi, je pense qu'il va y avoir un petit peu de traction sur l'ENEA sur du court terme, ça va être intéressant à surveiller. Pour ce qui est du long terme, par contre, je ne sais pas. Par contre, ce qui sera particulièrement intéressant à surveiller à ce sujet-là, c'est que comme c'est Consensus et Joseph Lubin, qui est aussi co-PDG d'une entreprise Sharplink Gaming qui fait de l'accumulation constante d'Ether, ça va être dans son intérêt de mélanger un petit peu tous les écosystèmes, quoi. Donc on risque d'en entendre pas mal parler. Ensuite, donc on a PayPal qui permet aux marchands US, pour le moment, d'avoir jusqu'à 100 crypto-monnaies différentes en encaissement, c'est-à-dire que les marchands peuvent enfin accepter des paiements en crypto. Ils parlent même de 200 cryptos ici. Voilà. Donc ça permet déjà de faire des paiements transfrontaliers beaucoup moins chers que certaines solutions, de faire des économies, et ça va encore une fois faciliter l'adoption de l'utilisation des crypto-monnaies et aussi permettre de faire un petit peu plus d'acquisition du côté des marchands. Et surtout, je pense que l'objectif final de la DeFi et des cryptos, c'est de tuer Visa et Mastercard, qui sont des monopoles et qui, globalement, baissent tout le monde. Parce qu'ils sont conçus pour des... En fait, ils sont conçus et distribués de façon à ce qu'il n'y ait aucune alternative qui est possible. Et aujourd'hui, quand vous allez chez un commerçant, quand il veut accepter la carte de crédit, il y a des minimums qui sont liés avec sa banque et aussi à Visa et Mastercard. Donc le truc, c'est que aujourd'hui, si tout le monde utilisait, entre guillemets, j'abuse, l'USDT ou l'USDC, en fait, on réduirait énormément les frais finaux pour les utilisateurs, en fait, et pour les clients. Et c'est beaucoup plus efficient de faire de cette manière-là, et c'est tout aussi traçable. Donc c'est pour ça que les stablecoins, aka les real world assets, ont énormément de futur et d'avenir, en fait. Yes. Et d'ailleurs, on me pose une question très intéressante dans le chat. Niveau fiscalité, ça se passe comment? Eh bien, je pense que le marchand n'encaisse pas des cryptos, mais il encaisse directement des dollars américains. Donc je pense que d'un point de vue fiscalité, c'est la même chose que d'encaisser directement des dollars pour lui, ce qui simplifie quand même pas mal les choses. À confirmer, mais... Quand toi, tu es français, si tu fais un paiement en crypto, dans tous les cas, c'est un événement taxable.
Parce qu'en fait, tu Ouais. passes de crypto à en bien physique ou euro. Et c'est un élément taxable, en fait. En gros, c'est comme si tu vendais des cryptos et que tu te les envoyais sur ton compte bancaire, factuellement. Enfin, plus ou moins, quoi. Grâce à une conversion instantanée en dollars via le stablecoin PYUSD, les marchands reçoivent l'argent en quelques secondes. Voilà, Ouais, du c'est coup, ça. ils reçoivent du Conversion en stablecoin. PYUSD, ouais. Ouais. Et du coup, ouais, pour ce qui est de la personne qui achète, bah en fait, Ah si non. tu es en plus-value sur ta crypto, Ils reçoivent du dollar et c'est le PYUSD qui est mis en dollars ou c'est. Enfin, je suis pas sûr je dirais exactement. une Je vais regarder. bêtise. Je dirais une bêtise à ce sujet-là. Parce que, en vrai de vrai, ça m'étonnerait qu'ils gardent du stablecoin. Ou alors peut-être qu'ils ont du stablecoin, mais qu'ils ont un bouton transvasé de PYUSD à USD pour faire le cash Peut-être out. qu'ils Ça affichent doit être juste le simplifié. dollar comme du PYUSD en fait. Tu vois juste ce que je veux dire. Mm. Genre en fait, quand tu es commerçant, tu vois des dollars, mais en fait, en back-end, tu as l'équivalent en stablecoin PayPal, quoi. Et là où c'est fou, c'est que, mine de rien, bon bah Ethena est passé troisième avec plus de 9 milliards de dollars de stablecoin. Mais le PYUSD, il fait son petit chemin. On est quasiment à 1 milliard de dollars de capitalisation. Donc PayPal, c'est quand même bien placé sur ce marché. Ouais, c'est encore trop petit. Hein. Encore petit, mais ça va venir. Voilà, donc après, le fameux projet crypto, c'est ce qu'on disait en introduction avec Léo, c'est que apparemment il y a une volonté côté US de vouloir tokeniser absolument tous les marchés. C'est-à-dire mettre toutes sortes de marchés sur la blockchain et créer des exemptions ciblées pour les ICO, les airdrops, les super apps. Alors, l'effet d'annonce est extrêmement séduisant. Après, je vais faire un petit peu mon aigri. Et surtout, c'est écrit les développeurs de code open source seront protégés. Ouais. Et quand ils parlent de super app, ils parlent aussi globalement d'app crypto innovantes, nouvelles, etc. Donc c'est un peu, globalement ils disent allez-y les gars, amusez-vous, innovez. On veut que tout se passe aux États-Unis dans tous les cas. Voilà. Mais pour faire mon aigri, ça reste des annonces. Faut voir le concret. Et en crypto, on en a vu des annonces, des on va faire ci, on va faire ça. Alors bon, les Américains ont tendance à faire ce qu'ils disent en général, c'est pas comme l'Europe, mais j'attends de voir, perso. Parce que je pense qu'il y a un vrai monde entre l'annonce et l'exécution. Ensuite, on a Tron Inc. Justinson le GOAT. Faut le dire les termes. Justinson le GOAT a racheté une petite boîte toute pourrie qui était absolument pas capitalisée pour la renommer. Donc elle s'appelait SRM Entertainment. Apparemment, c'était une boîte qui vendait des jouets, des trucs comme ça. Ils l'ont renommé en Tron Inc. et ils ont levé, ils vont lever 1 milliard de dollars pour accumuler des TRX. Donc là, on parle carrément d'une réserve stratégique en Tron. Du coup, explosion du cours de la petite entreprise toute caca, tu vois, qui passe maintenant à 240 millions de capitalisation, alors que je pense qu'à la base, on n'était même pas à 10 millions. Donc, joli braquage de ce point de vue-là. Et pourquoi je dis Justinson le GOAT ? Parce que, en fait, à chaque fois, on se dit, j'ai pas confiance, il va nous niquer la gueule. Mais franchement, non mais factuellement, incroyable. Hein. Non mais factuellement, pour moi, c'est comme le BNB. CZ qui a 60 ou 70% des BNB. Je pense que Justinson, il a aussi genre une énorme partie des TRX. Et du coup, c'est un peu eux qui décident du cours. Et c'est très manipulé, mais jouons avec cette manipulation. C'est ça l'idée, je suppose. Quand tu vois ce graphique-là, tu vois bien que ça ressemble à aucun graphique crypto. Et que, tu sens bien que c'est pas quelque chose de très très sain, quoi. Moi, c'est ma perspective, mais genre, c'est vraiment. Il y a vraiment mais pas non, de. c'est pas ça. Genre, ça monte juste. Mais non, c'est pas ça. Voilà. Mais top 9, gros. Top 9, gros. C'est comme XRP, tu vois. On sait pas comment on en arrive là, mais ils sont toujours là, tu vois. Mais comment ça, c'est de la magie. Ça vaut 30 milliards. Genre, explique-moi en quoi ça vaut 30 milliards. Je n'arrive pas à rationaliser une valeur de 30 milliards de dollars pour Tron. Parce qu'on est des haineux, qu'on n'a pas la vision, frérot. C'est tout. Non, mais pas la vision. C'est pas une question de pas avoir la vision, c'est que genre t'as des, aujourd'hui, c'est genre quasiment aussi capitalisé que. Ah non, putain, Circle c'est combien? Mais je sais pas, c'est. Non, Circle c'est beaucoup plus. Oui, mais genre Tron c'est qu'une infra et puis maintenant, moi j'utilise plus du tout Tron par exemple. Hein. J'utilise Solana pour les échanges, ou j'utilise Arbitrum ou Base ou toutes ces choses-là. Après peut-être que dans le chat vous utilisez Tron comme réseau pour envoyer vos stablecoins ou vous êtes passé à autre chose? Ça fait longtemps que j'utilise plus moi, hein, c'est clair. Non, personne. Hein. Non. Voilà, vous n'avez pas le chat devant les yeux, mais plus personne l'utilise. Si, on en a un qui nous dit oui, pas cher, rapide. Non, mais globalement, la majorité des gens n'utilisent plus, quoi, je suppose. Mais ça doit faire du revenu quand même. Hein. Il doit faire les revenus. En plus, il faut. Alors, c'est pas ici. Ah, si, voilà, regarde, revenu sur 30 jours. Regarde ça. Ouais. Je comprends mieux la valorisation.
On n'a pas la vision, frérot. Le vrai Hyperliquid, c'est Tron. Hein. Clairement. Le vrai Hyperliquid, c'est Tron. Allez, on continue. Donc, du coup, le Hashword Hyperliquid est tombé en panne pendant 34 minutes. Alors, plus précisément, pas la blockchain qui est tombée en panne. Hein. La blockchain s'est très bien comportée. Sur les API. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un robot qui interagit avec Hyperliquid, ça ne marchait plus pendant une trentaine de minutes. Si vous utilisiez l'interface Hyperliquid, ça ne marchait plus pendant une trentaine de minutes. Voilà, ça s'est rétabli. Je peux préciser ça. En gros, le Layer 1, il a continué à produire des blocs, le VM aussi. Et en fait, les seules personnes qui pouvaient passer des ordres, parce qu'on ne pouvait pas le passer via l'API, c'était, je crois, les validateurs. Les validateurs, les nodes, etc. Donc, en fait, le service était toujours accessible. C'est juste que le support que tout le monde utilise pour y accéder était down, quoi. Donc, factuellement, c'est la même chose pour la plupart des gens, parce que si les market makers et les utilisateurs ne peuvent plus placer d'ordre, c'est un peu problématique. Et du coup, ça a créé pas mal de problèmes, mais du coup, ce que Hyperliquid ont fait, c'est qu'ils ont décidé de rembourser tout le monde automatiquement. Et je crois qu'ils ont déjà fait les remboursements aujourd'hui. C'est ça. Et tu n'avais même pas besoin de faire de claim ou quoi, ils ont tout fait de manière automatisée, de ce que j'ai compris. Ouais. Donc très carré de leur part. Voilà, l'équipe a réagi rapidement, mis en place un remboursement automatisé pour les utilisateurs affectés, sans qu'il ait besoin de faire une demande. Ensuite, donc Circle annonce l'arrivée de son USDC natif et du CCTP-V2, donc leur protocole, sur Hyperliquid. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà que Arbitrum prenne un gros coup de massue, puisque c'était jusqu'à présent quand même... 72% des USDC sur Arbitrum, c'était dans Hyperliquid. Voilà. Enfin, c'est actuellement. Ça va chuter sec, voilà, qu'on se le dise. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir très facilement transvaser vos USDC natifs d'une chaîne compatible à une autre chaîne compatible via le protocole CCTP. Donc déjà, ça permet des frais beaucoup plus bas et ça simplifie pas mal le process. C'est surtout qu'en soi, ça apporte beaucoup plus de garanties aux utilisateurs. Parce que Hyperliquid vont plus avoir besoin d'avoir leur bridge avec le multisig et plein d'argent qui est bloqué dedans. En fait, on pourra directement transvaser des USDC de Hyperliquid vers d'autres chaînes ou inversement en fait. Tout comme tu peux le faire sur Ethereum ou Base ou peu importe, tu vois. Et donc au final, en fait, ça te permet d'avoir beaucoup plus de garanties et plus du tout le problème du bridging. Ou en tout cas, ce problème-là, il sera plus du côté de Unit avec les assets du style BTC, ETH, etc. Mais pour l'USDC, c'est une grosse avancée, surtout que, on va pas se mentir, Circle avait boudé Hyperliquid. Globalement, ça fait 2 ans et demi qu'il les boycotte, quoi. Enfin, factuellement. Ouais. Mais bon, le vent a tourné. Voilà. Ensuite, time is different. Les fondateurs de Samurai Wallet plaident coupables. Alors, Samurai Wallet, c'est quoi ? C'est un wallet Bitcoin qui proposait une option CoinJoin, c'est-à-dire une option de coin mixing. Le coin mixing, c'est quoi ? Je vous donne un exemple. Vous voulez faire en sorte que vos transactions Bitcoin soient plus difficilement traçables. Eh bien, vous enclenchez le coin mixing. Imaginons vous devez mixer un Bitcoin. Et vous envoyez un Bitcoin dans le mixeur magique. Et en fait, il va découper votre Bitcoin entier en plein de petits morceaux de Bitcoin, des 0,2 par-ci, 0,15 par-là, etc. Le wallet se prend une petite commission et ensuite, il va retransvaser ces morceaux de Bitcoin sur différents wallets. Et comme ça rend le traçage beaucoup plus compliqué. Qu'on se le dise, c'est toujours un curseur à placer entre le droit à la vie privée et le blanchiment d'argent. Et qu'on se le dise, une bonne proportion des gens qui font du coin mixing avec des grosses coupures, c'est pour blanchir de l'argent ou pour maquiller des cochonneries. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont plaidé coupable, mais non pas pour du blanchiment d'argent, ils ont simplement plaidé coupable pour avoir proposé un service financier sans licence. Du coup, comme ils plaident coupable pour un service financier sans licence, ils peuvent avoir jusqu'à 5 ans de peine de prison, alors qu'une affaire de blanchiment d'argent, ça aurait été 20 ans de prison. Donc je pense qu'ils vont faire quelques mois de prison, personnellement. Plus, voilà, ils ont dû restituer 238 millions de dollars en crypto et en cash. Pas directement, mais ça se fait progressivement. Je crois qu'ils ont commencé à donner 6 millions. C'est dire à quel point ils ont dû faire du fric avec cette option de coin mixing. Parce que si tu dois donner 238 millions, c'est qu'ils ont dû s'en mettre un sacré paquet dans les poches. Donc à mon avis... En fait, le coin mixing, c'est difficile à réaliser. Et c'est surtout que c'est coûteux. Et du coup, en fait, je pense que c'est un service qui est tellement utile pour beaucoup de gens qu'ils sont prêts à payer cher, en fait. Parce que globalement, c'est un peu de la tax evasion, quoi. C'est un peu de l'évasion fiscale, quoi. Et du coup, en fait, qu'est-ce que tu t'en fous de payer 1% de frais sur un service comme ça quand tu payes pas tes impôts derrière, quoi. Bon, en tout cas, c'est ce que des gens ont fait, je suppose. Mais voilà. Mais
juste pour information, si vous utilisez des mixeurs du style Fixed Float, etc., bah, en gros, tous vos wallets seront pas blacklistés, mais en gros, ils auront une sorte de label et d'alerte au-dessus. Vous êtes fiché. C'est ça, par Chainalysis, avec qui j'ai fait une interview justement. Et en fait, tous les exchanges centralisés utilisent Chainalysis, qui eux flaguent en fait les wallets qui utilisent ces mixeurs-là. Donc en gros, si vous déposez de l'argent qui est mixé à un moment, que ce soit en direct sur votre wallet ou à plusieurs relations, en fait, vous allez être ciblé par des demandes de vérification sur les exchanges. Et c'est possible que vous puissiez pas réaccéder au fonds, quoi. En gros. Je crois qu'on a perdu Capet ou c'est moi. Dites-moi dans le chat. C'est bon, t'es back. C'était moi qui buguais du coup. Ok, bon, pas très longtemps. Et du coup, j'en ai terminé sur les actus de la semaine. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur des outils qui peuvent vous être pratiques. Je suis tombé sur des outils pas mal, notamment celui-là. Alors là, ça va être plutôt pour les gens qui aiment lire des white papers. C'est une extension qui s'appelle Contraste élevé. Et je l'ai utilisé notamment pour mon Google Doc, mais j'utilise de plus en plus pour pas mal de choses. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ça change directement les couleurs affichées à l'écran. Et ça permet de faciliter la lisibilité. Je vous montre un exemple. Imaginons que je lis une documentation. Par défaut, elle est affichée telle quelle. C'est lisible, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le fait d'avoir un contraste élevé, surtout sur un écran OLED, ça permet de faire ressortir uniquement le texte blanc sur noir. Donc après, vous pouvez choisir comment vous le voulez le régler. Vous pouvez avoir des différents tons de couleurs. Mais c'est vachement pratique. Parce que du coup, ça fait tout ressortir. Et au lieu d'être scotché à votre écran, vous pouvez vous reculer, lire des grosses quantités de données. Et du coup, si vous nous écoutez sur YouTube, je vais vous laisser tous les liens. J'ai trouvé plusieurs choses comme ça. J'ai un view reader aussi, très pratique. Alors attendez. Je désactive ça. Donc le view reader, ça fait quoi? Imaginons, je dois lire un article. Voilà. Alors vous n'avez pas ce problème avec Coin Academy parce que comme on est des boss, le site Coin Academy, il affiche quand même plutôt bien les textes. Mais des fois, vous arrivez sur un site et vous voyez, le texte est vachement sur la largeur. Perso, je déteste quand c'est sur la largeur comme ça. Donc view reader, vous cliquez dessus et en fait, ça va réarranger le texte et ça va le recentrer. Donc je l'ai réglé comme ça. Vous pouvez choisir les polices de texte que vous voulez. Moi, je l'ai réglé comme ça avec le thème bleu. Et vous voyez que ça simplifie vachement la lecture. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je cumule un outil qui s'appelle traduction immersive, immersive translation, où je mets un coup de traduction en français, parce que des fois, la barrière de la langue, c'est un peu chiant. Je rajoute un view reader, et je me retrouve avec un article qui était en anglais sur la largeur, vers un article qui est en français, qui est pas trop sur la largeur, avec un texte qui est bien lisible, et ça rend la lecture tellement plus agréable. Voilà. Donc si jamais, pour les gens qui sont sur Twitch, attendez la rediffusion qui arrivera sur YouTube. Je vais vous mettre les liens vers toutes les extensions dans la description et bien entendu le lien aussi vers Bitpanda si jamais vous voulez vous créer un compte. Mais faites attention quand même niveau sécurité, quoi, parce que les extensions Chrome, je sais pas à quel point il peut y avoir des failles, à quel point elles peuvent loguer des choses, des clés privées, genre de choses. Donc, c'est vrai. Très attention. C'est vrai. Du coup, moi, perso, tout est protégé, mes fonds, via Ledger. Donc, voilà, mais je suis d'accord avec Léo. Si jamais vous avez un soupçon de parano par rapport aux extensions, ne les installez pas. Si vous manipulez des fonds, faites attention. Et du coup, justement, c'est la parfaite transition pour vous parler de sécurité. On a sorti le 4e épisode de notre série dédiée à la sécurité. Et donc, dans cet épisode qui est un peu plus long que d'habitude, je vous explique comment recevoir des fonds, envoyer des fonds, swapper des fonds et bridger des fonds avec votre Ledger, connecté à votre wallet, que ce soit connecté à votre wallet Rabi ou connecté à votre wallet Phantom. L'intérêt, c'est quoi? C'est que même s'il y a un virus sur votre ordinateur, c'est pas trop grave, puisque de toute façon, le pirate n'a pas accès physiquement à votre Ledger si vous faites les choses correctement. Donc, vous protégez votre argent. Donc, tout est expliqué, voilà. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec comment manipuler des crypto-monnaies, comment les sortir de Bitpanda à un Ledger, comment les sortir d'une plateforme centralisée à un Ledger, comment les transvaser d'un wallet à un Ledger à un autre wallet, etc. Tout est expliqué dans cette série de vidéos. Donc, je vous le laisse aussi en description et n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour voir tous les épisodes. Ah, je crois qu'on voit pas bien à cause de la mise au point. Mais j'ai reçu les Ledger Recovery Key et ça marche très très bien. Ça, c'est très utile et en fait, ça se fait super rapidement. En gros, vous collez ça derrière votre appareil si vous avez un Stax ou un Flex. Donc, il vous faut les derniers produits. Donc, ça peut être un peu plus relou si vous avez des anciens Ledger. Mais pour les nouveaux, je crois que lorsque vous achetez un nouveau Ledger, vous avez, vous avez une clé qui est offerte, je crois. Une clé gratuite.
Ouais, tu as une clé C'est qui est ça. offerte avec le Stax et le Flex. Et si vous avez acheté un Stax et un Flex, par le passé, vous pouvez claim une clé gratuite sur le site. Voilà. Ouais. Et Jusqu'au 30 août. je vous mets le lien Ledger dans le chat pour ceux que ça intéresse. Vous avez des réductions justement pour passer sur les nouveaux appareils si ça vous intéresse. Je vous mets ça dans le chat. Et il y a un lien de parrainage Coin Academy. Donc si jamais vous passez par ce lien pour faire une commande, ça soutiendra directement Coin Academy et ça nous permettra de faire des trucs cool avec, tout simplement. Yes. Et question dans le chat, est-ce qu'on peut lier des subnets TAO à Ledger? Je pense que oui, puisque quand tu vas dans notre formation écrite, à un moment donné, on te propose en fait les différents wallets que tu peux connecter à ton Ledger, et tu vois dans la liste, tu as Polkadot et tu as BitTensor. Et on te met les wallets, sub-wallet et talisman. Donc en fait, quand tu installes un wallet sub-wallet, regarde, je vais le faire en 2-2, je pense que ça va être hyper rapide, je ne l'ai pas actuellement. Tu installes ton wallet comme ceci. Donc, c'est un wallet qui fonctionne avec l'écosystème Polkadot et BitTensor est basé sur Substrate, donc sur Polkadot. On va le laisser s'installer. En fait, quand tu lances l'extension, tu vas voir. Il est où Voilà. Parfait. Tu peux faire Attach an account. Alors, ah oui, du coup, j'avais pas affiché mon écran. Je le fais tout de suite. Excusez-moi. J'étais en train de parler dans le vide, en fait. Voilà, donc. Quand vous allez sur la dernière vidéo qu'on a sortie, vous avez dans la description Formation 5, gérer ses transactions avec Ledger. Vous allez là-dessus. Donc c'est le tuto écrit qui vient compléter la partie vidéo. Hein. Vous descendez, hop, et vous avez une liste des crypto-monnaies écosystèmes. Et pour chaque écosystème, vous avez un wallet adapté. Et pour le wallet BitTensor, vous avez Subwallet. Donc là, je viens d'installer Subwallet. Et vous voyez, quand je lance Subwallet, j'ai Attach an account. J'ai juste à faire continuer et je peux faire Connect Ledger Device. Et du coup, je peux lier mon Ledger à Subwallet et interagir avec l'écosystème Polkadot et donc l'écosystème BitTensor et donc en toute logique l'écosystème des subnets via votre Ledger. Donc en fait, si vous n'avez pas une gestion native sur Ledger, vous pouvez toujours lier votre Ledger à un wallet adapté. Si vous voulez faire des trucs sur Cosmos, par exemple, vous pouvez connecter votre Ledger au wallet Kepler. C'est comme HL et l'HyperVM. Tu passes par l'app Ethereum, par exemple de Rabi, pour interagir facilement avec. Et sinon, tu peux même avoir une app Rabi Desktop qui te permet d'interagir facilement avec tout ça, qui est vraiment cool. Et du coup, pour juste finir sur les recovery keys, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment expliqué ce que c'est. En fait, c'est juste un tout petit dispositif, c'est vraiment minuscule, que vous pouvez coller derrière votre Ledger Flex ou votre Ledger Stax. Et en suivant quelques étapes avec votre Ledger Live, en fait, vous pouvez sauvegarder la seed phrase qui est tout simplement dans votre Ledger. Mais pour ce faire, il faut évidemment que vous ayez le PIN de la Ledger. Et en plus de ça, vous mettez un PIN code directement sur cet appareil. C'est-à-dire que la recovery key, les gens peuvent l'utiliser uniquement s'ils ont le code PIN de la recovery key. Mais s'ils n'ont pas le PIN, ils pourront pas y accéder en fait. Donc en gros, vous avez une protection par PIN sur votre appareil, une protection par PIN sur la recovery key. Et ça, c'est un moyen super simple de faire des sauvegardes et de pouvoir tout simplement plugger ça à un nouvel appareil ou si jamais vous avez votre appareil qui est réinitialisé, vous pouvez juste la coller derrière et tout simplement faire le transfert. Restaurer, ouais. En ayant tout sécurisé, quoi. Donc en fait, c'est super UX, c'est super ergonomique. Ça simplifie la vie. Et pour moi, sincèrement, c'est un des meilleurs produits Ledger qui s'est sorti depuis un moment. Moi, depuis que j'ai les Ledger avec écran, alors ça a un coût, hein, on se le dise, hein, ça a clairement un coût. Mais quand vous commencez à manipuler fréquemment des crypto-monnaies, c'est quand même pratique d'avoir ces trucs-là. Et aussi, ça fonctionne très bien avec le mobile. Moi, personnellement, j'utilise Ledger Live sur iPhone avec ces appareils-là. Alors qu'avant, avec le Nano X qui gérait le Bluetooth, je le faisais même pas, tu vois. Mais c'est tellement pratique, ça fonctionne tellement bien que voilà, j'utilise des blocs d'un côté, le Ledger de l'autre, et c'est impeccable sur iPhone, quand t'as pas envie de dégainer le PC portable. Voilà, bon, fini le téléachat Ledger, on voulait pas vous saouler avec ça, mais c'est vrai que c'est quand même très pratique. Ensuite, on a du côté d'Ethereum, toujours plus d'accumulation dans les réserves stratégiques, donc là, c'est encore une fois Sharplink Gaming qui en rajoute une bonne louche. On est à 1,8 milliard. Le site Strategic Reserve n'est pas encore updaté, mais on fait le point chaque semaine et c'est quand même un truc de malade ce qui est en train de se passer en termes d'accumulation. Quand tu vois le graphe, ça monte à une vitesse folle. Et ça, c'est uniquement sur les réserves stratégiques. Il y a aussi les ETF. Les ETF, pareil, c'est en train de monter bien comme il faut. Donc même si le prix
il est stagnant. Je pense qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose, à mon avis. Hein. Je sais pas quand, mais ça va péter, comme on dit dans Counter-Strike. Ensuite, on a Réserve Stratégique Anton. Voilà, donc là, c'est une autre boîte qui sort d'un buisson qui nous explique que ça va envoyer 558 millions de dollars. Voilà. Donc, en fait, toutes les grosses crypto-monnaies bien capitalisées se sortent dans l'obligation de faire ça. J'espère pour nous que ça va pas finir en fiasco, ces histoires. Parce que pour le moment, c'est bien, ça monte, hein, mais à un moment donné, on va peut-être se prendre le revers de la médaille. Je nous le souhaite pas. On a Kraken également qui va nous faire une petite intro en bourse à 15 milliards de dollars. Je trouve que c'est correct en termes de valo pour un service. Qui cherche à faire historique. ça. Qui cherche à se valoriser à 15 milliards, tout à fait. Bien mais sur Ventures, ils ont valorisé à 65 milliards, je crois, un truc comme ça. Alors peut-être que c'est totalement. Ok. Peut-être c'est totalement déconnant, honnêtement. Je sais pas à quel point. Il y a du volume, si c'est du vrai volume, si genre c'est pas du testnet ou quoi, mais j'avais vu ça sur Ventures. On va commencer à voir les premiers testnets dès septembre pour la prochaine grosse mise à jour d'Ethereum qui s'appelle Fusaka, avec pour objectif mainnet novembre. On sait que d'habitude les deadlines sont pas tenus, mais peut-être que cette fois ce sera différent. Et si justement cette fois c'est différent, et ben peut-être que ça va envoyer un signal positif au marché aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de Fusaka principalement ? Beaucoup plus de bandes passantes, aussi bien sur le Layer 1 que sur le Layer 2. C'est-à-dire qu'au niveau du Layer 1, on est actuellement à 45 millions de gaz. Je pense qu'ils vont tirer entre 60 et 100. Donc, ça voudrait dire que potentiellement, en seulement un an, le L1 aura fait x3 en termes de bandes passantes. Et pour ce qui est du Layer 2, on va encore multiplier par 2 ou par 4. Donc, on va se rattraper par rapport à Solana et ça va faire d'Ethereum un écosystème qui commence à scaler au niveau de Visa Mastercard. Voilà. Ensuite, alors j'ai vu passer cette information que j'ai trouvé assez intéressant. En vrai, j'ai pas vu beaucoup de bruit à ce sujet-là. Sovereign, c'est un service de roll-up as a service qui propose une grande première sur le marché, c'est des roll-up avec des blocs de 10 millisecondes. Donc on est vraiment au niveau de méga ETH, tu vois. Et apparemment, le projet Bullet, qui est historiquement le projet Zeta, tu sais, sur Solana, qui a été rename en Bullet, quitte Solana pour faire un espèce de layer 2 de Solana avec justement des blocs de 10 millisecondes. Donc en fait, Bullet va devenir un peu un GPE méga ETH. Voilà, donc c'est pas encore live. Avoir dans les faits. Avoir dans les faits, exactement. Le jeton existe déjà. Hein, il s'appelle Zeta. Et visiblement, on a eu une petite poussée quand il y a eu l'histoire du narratif Club. C'est pour ça que vous avez pu voir que récemment, ça a repris un petit peu. Mais tu vois, ça s'est dégonflé aussitôt. Non, c'est pas le bon. Attendez, c'est pas le bon. C'est celui-là, Zeta. Top 1400. Mais pareil, tu vois, ça a poussé, narratif Club, et ça a redégonflé aussitôt. La charte, elle est horrible. Hein. Ouais. Voilà. Ensuite, sur Ethereum, des frais de gaz au plus bas. Alors, ça n'a pas duré, mais j'ai vu passer ce tweet tout à l'heure. Voilà, des frais de gaz qui ont baissé énormément. Actuellement, c'est un petit peu plus haut, mais ça reste très bas. Donc, profitez-en. Voilà, si vous devez révoquer des applications, si vous devez bridger des fonds, etc., c'est peut-être le moment, parce que si ça se réaccélère, je pense que les frais vont se remettre à exploser. Après, dans tous les cas, le week-end, souvent, vous avez des bonnes fenêtres de tir pour faire vos transactions. Souvent, le week-end, c'est beaucoup plus calme. Et pour terminer, je regarde un petit peu... Alors, petite astuce, vous avez un site qui s'appelle Research Versus, voilà, qui a en fait un clash entre les meilleurs sites de research. Alors, il faudrait que ça charge, parce que voilà. Donc, c'est bien parce que tu vois plein de sites, en fait. Donc, n'hésitez pas à faire vos recherches individuellement pour chacun de ces services. Et du coup, je suis retombé sur le site de Chorus, que tu avais interviewé, qui ont fait un article sur BAM, dont je vous avais parlé sur plusieurs émissions, le nouveau produit de Jito sur Solana. Et il confirme ce que je pensais, c'est que même si Solana va avoir des blocs, donc actuellement Solana a des blocs de 400 millisecondes et va avoir des blocs entre 70, 100 et 300 millisecondes avec Alpine Glow, eh bien au travers de BAM, un produit de Jito, on va commencer à avoir des sous-blocs de 25 à 50 millisecondes sur Solana. Donc normalement d'ici la fin d'année, on pourrait voir des expériences de trading on-chain sur Solana qui viennent coller à ce qu'on peut trouver sur Hyperliquid. Ça va être intéressant à surveiller. Mais pareil, à voir dans les faits. Et j'en ai terminé pour cette émission au niveau des fondamentaux. Si tu veux enchaîner un petit peu sur la partie AT, Léo. Je mets le chat en attendant. Ah bah voilà, parfait. J'enlève le chat. Nickel. Bon, du coup, pour la partie technique, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était justement le fait que, en fait, on avait eu une baisse du S&P 500, du coup, jeudi dernier, où on avait perdu quand même un petit paquet de pourcents, je suppose peut-être 2-3%, un truc comme ça, genre, ouais, 3% et demi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le S&P, c'est beaucoup, tu vois. Par exemple, en comparaison avec les dips qu'on a eu avant, la dernière fois qu'on avait eu un dip de cette taille, c'était probablement en début juin ou début mai. Donc, c'est plutôt rare.
Et c'est ça qui a, je pense, un petit peu aggravé le dump qu'on a vu sur BTC ou même sur le reste de l'écosystème. Mais du coup, dernièrement, là, ça s'est pas mal repris sur cette journée. On a quasiment retracé la moitié de la baisse. Et en fait, c'est compliqué d'être bearish sur un S&P actuellement, en tout cas d'un point de vue graphique, lorsque en fait, il est tout simplement en ATH. Bon, après, il faut valoriser ça en euros et dans d'autres devises aussi pour pouvoir le comparer, parce que le dollar a pas mal perdu. Mais factuellement, tu as un dip, et là, actuellement, on a une belle clôture mensuelle, c'est systématiquement racheté, donc en vrai, pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est toujours bullish, il n'y a rien à dire. C'est juste que quand tu compares la performance en euros, donc ça, c'est le S&P en euros, vous voyez qu'on n'est pas du tout au même endroit. Mais quand même, on est plutôt bien placé. Du côté de BTC, on a fait un retracement qui est assez décent, puisque en fait, ça nous a amené sur les 38% de retracement depuis la hausse qui a commencé vers ici. Donc pour moi, on pourrait prendre toute cette hausse, mais en soi, la dernière hausse assez forte qu'on a eue, c'est à partir de ce point-là. Donc, on a retracé les 38%. Et en 3 jours et en weekly, on a été chercher les EMA qui, historiquement, nous servent pas mal de support. Et c'est ce que je vous expliquais justement sur Twitter. Pour moi, pas la peine de méga paniquer sur BTC ou quoi que ce soit, puisqu'en fait, moi, je regarde surtout les EMA en 2 semaines et en mensuel, pour avoir un petit peu une idée de où on en est dans le cycle, comment on se positionne, etc. Et ces EMA qu'on a croisés à la hausse ici à 29K en mensuel et à 24K ici en 2 semaines, on voit que ces EMA, on les a toujours préservés en tant que support, ou du moins on n'a jamais croisé à la baisse. Donc c'est pour ça que je vous disais que pour moi, le moment où ça commence à faire un petit peu peur, c'est le moment où ça croise à la baisse. Alors évidemment, ça ne permet pas d'avoir le top parfait, parce que souvent, tu as le signal entre guillemets tard sur ce genre de time frame. Mais je pense qu'on est dans un cycle qui est un peu différent de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, surtout avec la demande institutionnelle et tous les ETF. Et je pense qu'aujourd'hui, même scénario dramatique, ça te donne un point de sortie entre, 96 et 105 000, un truc du style, ce qui est en soi pas si loin que ça à l'échelle de BTC, quoi. Donc d'un point de vue BTC, pour moi, tout va bien. Ce à quoi il va falloir faire attention, c'est qu'on tienne absolument cette zone ici, qui était globalement notre précédente ATH, et une zone sous laquelle on a pas mal consolidé. Pour moi, on n'a pas vraiment de raison de retourner sous cette zone, ou si jamais on retourne, il faut que ce soit bref. Autrement, là, je me poserai des questions. Mais pour le moment, tout va bien. Et je pense que ce qui est surtout à noter, honnêtement, c'est le fait que en fait, les fundings sont passés... alors, hop, on voit bien mon écran. Alors, attends, je repartage mon écran. Hop. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que en fait, les fundings sont repassés assez négatifs dernièrement, ou du moins beaucoup plus proche de la neutralité. C'est-à-dire que pendant toute cette hausse ici, on n'était pas vraiment dans l'euphorie. On le voyait sur les fundings, les fundings étaient relativement neutres. Globalement, les fundings, c'est une illustration de la différence de prix entre le prix spot et le prix perp. Plus les perps sont au-dessus du spot, donc les produits dérivés, plus ça montre qu'il y a une grosse demande acheteuse du côté des dérivés, et donc plus on paye un frais régulier qu'on appelle le funding, et qui est payé ici par les acheteurs. Et on a vu que sur la baisse récente, on a eu une baisse assez significative de l'open interest, et surtout, on a revu des fundings négatifs, ce qui montre que les gens étaient redevenus très, très pessimistes dans cette zone-là, globalement le bottom, hein. En plus du fait qu'il y a pas mal de positions qui sont clôturées. Et ça, on le voit sur Ether, mais on le voit aussi sur BTC, ici, avec des petites touches de funding négatifs. Pour info, la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était il y a un mois, un peu plus d'un mois, et c'était sur une période relativement de doute. Donc ça, c'est un bon point. Ça montre que on n'est pas dans une euphorie, et que en fait, il y a même pas mal de gens qui paniquent sur le dérivé. Il y a pas mal de positions qui sont clôturées. Et en fait, c'est typiquement ce qu'on a envie de voir dans un marché qui a envie de monter plus haut. C'est-à-dire que si on a un marché qui est hyper chargé, avec un open interest qui est sur la lune et avec des fundings super hauts, souvent ça se passe mal, parce que en fait, il y a des incentives économiques à faire baisser le marché pour chasser les acteurs qui sont trop positionnés, qui sont trop bullish. Et surtout, ça coûte cher de maintenir des positions acheteuses, puisqu'on paye régulièrement le funding qui se veut élevé. Et là, pour le coup, on est de retour dans des zones neutres, ce qui montre que voilà, il n'y a pas d'euphorie, c'est calme, et je pense que c'est des bonnes bases pour repartir de plus belle potentiellement. À noter que Ether est plus fort que BTC, encore une fois. On le voit en plus 5% aujourd'hui, alors que BTC est à plus 0,79%.
Et surtout, sur Ether, on se positionne sur un endroit qui est extrêmement intéressant, à savoir ici la fameuse résistance des 3800 dollars, sous laquelle on n'arrête pas de clôturer et au-dessus de laquelle on n'a jamais réussi à clôturer en trimestriel notamment. Et moi, c'est vraiment ce graphique-là qui me donne un opium de malade sur Ether, parce qu'en fait, on a l'impression que ça fait des années qu'on reteste la même résistance sans jamais réussir à clôturer au-dessus, et surtout qu'on a une énorme consolidation avant de donner vie justement à une nouvelle expansion et une nouvelle phase en price discovery. Donc moi, personnellement, d'un point de vue mensuel, ou même trimestriel, des graphiques comme ça, j'en vois pas souvent, et ça me rend extrêmement bullish sur Ethereum actuellement. Alors évidemment, je dis ça, on est sur une résistance. Bon, ça casse un peu les couilles, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que d'un point de vue clôture mensuelle, on a clôturé sous la résistance, mais on a clôturé quand même très haut. Là, ce début de mois, pour le moment, on fait que racheter, et on voit ça sous forme d'une mèche. Et je pense que des prix bien supérieurs nous attendent sur Ethereum. Je pense que le plus difficile pour la plupart des gens qui nous regardent dans le chat, c'est de ne pas TP trop tôt et d'être capable de tenir ces positions-là. Parce que je pense que justement les check-out, les petites baisses, etc., ça va être les moments où on va essayer de piéger les gens, tout simplement. Donc, très bullish sur Ether. Bon, il est sous résistance, on ne va pas se mentir, et c'est la plus grosse résistance du graphique. Mais si on arrive à justement la transpercer, en fait, il n'y a plus aucune résistance au-dessus et ça va laisser place, je pense, à une phase d'euphorie sur l'ensemble du marché si jamais on arrive à la péter. Sur BTC, comme je vous disais, il n'y a rien d'alarmant. On a retesté les 38% de retracement de cette hausse. Pour moi, tant qu'on ne vient pas s'installer durablement sous les 109, 110, ça va. On peut faire une petite mèche, voilà, mais faut repartir direct. Il y a même des chances raisonnables que potentiellement le bottom soit in, mais j'ai du mal à parier là-dessus. Sur Ethereum, j'ai beaucoup plus l'impression que ça peut être le cas, parce qu'il y a une force relative qui est importante, et surtout d'un point de vue grosse time frame, il a encore beaucoup de performances, je pense, à délivrer, comparé à un BTC qui est en up only depuis 2 ans et demi, quoi, factuellement. Donc faut juste prendre un petit peu de recul sur ces choses-là, quoi. Enfin, surtout quand on regarde ici, en mensuel, sur BTC, on a l'impression qu'on n'a eu aucun dip significatif quand on compare à ce qu'on avait eu par le passé en crypto, quoi. Le dip, il était là, évidemment, mais depuis, c'est que du up only avec des consolidations. Mais surtout, ça donne l'impression que cette hausse, elle est beaucoup mieux construite dans le sens où tu as des phases de range ici qui sont bien construites avant de donner place à des phases haussières. Alors que le dernier cycle, c'était juste up only, quoi. Et du coup, ça donne des bases qui sont beaucoup plus fragiles et qui amènent surtout beaucoup plus de retracement. Ce qui peut être aussi intéressant de voir là, c'est que en fait, les impulsions, elles sont de moins en moins fortes. Bon, après, c'est normal, le prix s'apprécie, la capitalisation augmente, mais voilà, la tendance, elle est solide, mais on voit que les gains sont de moins en moins importants à chaque hausse pour le moment. Donc, c'est quelque chose à monitorer. Et je pense que c'est ce que les gens voient, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui se positionnent désormais sur Ethereum pour justement capturer cette surperformance dont on parlait. Même si, long terme, je pense honnêtement que Ethereum vs BTC, c'est un peu cook. Ça ne nous empêche pas d'avoir une surperformance et d'aller quand même haut, mais j'ai du mal à envisager actuellement qu'on retourne au-dessus de ces highs. Ça me semble difficile. Donc, bullish BTC, ouais. Bullish BTC, bullish Ethereum, beaucoup plus bullish Ethereum que BTC pour l'instant, surtout par rapport aux inflows qu'on peut voir. Sur BTC d'ailleurs, on a eu des grosses sorties vendredi dernier, mais je pense qu'aujourd'hui ça va bien récupérer, notamment du côté d'Ethereum, qui est celui qui en profite le plus. Mais voilà, up only comme vous le voyez sur les ETF, c'est juste parti. Donc voilà. Après, pour les autres choses que je regarde évidemment Hype, qui est, à mon sens, dans une localisation assez intéressante, puisque là, on est assez proche des 38% de retracement de toute la hausse. Et aussi, on est dans la reload zone de cette hausse-là. C'est-à-dire que si on prend le bottom et le top, ici, ça représente la zone optimale pour défendre ce lot. Donc pour moi, en tout cas, personnellement, j'aimerais beaucoup qu'on tienne cette zone-là, et qu'ici, on marque un higher low pour continuer à pousser vers le haut et continuer cette dynamique haussière. Dans le cas où on commence à perdre ces lows ici, honnêtement, ça peut être assez inquiétant, et parce qu'en fait, on est juste monté en ligne droite, sans bâtir de supports qui sont hyper clairs. On a à la rigueur ce niveau-là qui serait intéressant, mais je sais pas, compliqué, et peut-être ce niveau ici, mais compliqué. Donc personnellement, je laisse Hype, je laisse plus de temps à Hype. Moi, j'en ai racheté quand même un petit peu pour la gourmandise à 37,1, parce que historiquement
on est quand même sur des niveaux où en ratio market cap revenu, là actuellement on est relativement bas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de revenus, mais que la market cap ne suit pas nécessairement. Et moi, je pense que dans tous les cas, avec tout ce qui arrive, on a beaucoup de catalystes qui sont bullish. Je pense que l'arrivée de Circle, c'est quelque chose. Mais il faut être pragmatique et voir que Hype sous-performe énormément d'assets en ce moment. Jusqu'à maintenant, je vantais les mérites de la surperformance de Hype par rapport au reste. Bon, factuellement, quand on regarde même face à BTC, on a une claire surperformance. Mais par exemple, face à un Ether, on a retracé une grosse partie de la surperformance. Sur Solana, ça va, ça se tient. Contre BNB, on se casse un peu la gueule. Donc, clairement, Hype n'a plus la surperformance qu'il avait auparavant. Mais pour moi, ça ne change pas grand-chose. Ça change juste le fait que je vais être moins agressif sur l'asset parce qu'il me montre moins de signes clairs. Et après, voilà quoi. Genre, c'est difficile d'être sur un asset, de long un asset de manière agressive alors qu'il y a d'autres assets qui le surperforment, quoi. Donc voilà, personnellement, moi, j'ai pas vendu ce que j'avais et je me poserais des vraies questions si jamais on perdait les 38%. Mais pour l'instant, je parie davantage sur une sorte de consolidation, un truc qui va ressembler à une sorte de range avant qu'on donne une direction un peu plus claire. Mais après, factuellement, si on prend du recul, on est toujours en dynamique haussière avec des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Donc, ne pas renier ça. Et sinon, dans les autres choses que je regarde des pumps qui est en fait dans un petit range. Alors après, aucune idée de s'il va péter le range par le haut, si on est dans ce range pour un bon moment, etc. Mais je trouvais ça juste intéressant de surveiller, puisque c'était un peu le coin hot du moment à l'époque, il y a 1 ou 2 semaines. Comme quoi en crypto, ça va vite. Et il est actuellement très détesté. Donc voilà, si jamais on a un truc qui nous permet de pousser un peu plus haut que ça, je pense qu'on verra tout simplement un break du range par le haut et c'est le moment qui sera le plus intéressant parce qu'on aura une phase horizontale et ça nous donne des meilleurs risk-reward pour se positionner que dans un truc qui monte juste à l'infini ou qui baisse à l'infini. Et dans les autres choses que je regarde, honnêtement, je regarde pas grand-chose d'autre. Doge, j'étais dedans et je suis sorti en perte parce qu'il ne m'a pas donné ce que je voulais. Moi, je voulais qu'on tienne ce niveau fortement et qu'on ride à partir d'ici. Pour l'instant, juste on a perdu ce niveau-là. Donc, si jamais on commence à repartir au-dessus, etc., pourquoi pas m'y réintéresser. Mais je trouve qu'il a manqué beaucoup de force et je m'attendais à plus. Sinon, on a des assets qui sont assez sympas qui ont retesté leur W Weekly. Je pense notamment à Morpho, qui est en train de retester ici. Donc, assez sympa. J'en ai pas racheté personnellement. Moi, je suis déjà investisseur dessus et j'ai jamais vendu un seul token et je crois que j'ai moi-même pas accès actuellement. Je crois que c'est toujours vesté. Non. Mais voilà. Tao, comme je disais, moi, je donne du temps. Après, là, on peut voir qu'on build pas mal de liquidités dans le sens où il y a plein de high qui ne demandent qu'à être chassés. Mais je le sens relativement faible par rapport à d'autres assets, y compris par rapport à Ethereum. Donc, moi, je préfère lui donner du temps. Et si derrière on range et qu'on break ce range par le haut, à ce moment-là, j'aurais acheté une sorte de consolidation dans une zone optimale. Mais là, pour l'instant, je préfère ne pas me positionner dessus pour le moment parce que je le trouve faible et parce que j'ai pas la sensation qu'il y a une sorte d'urgence, en tout cas, de mon côté pour le moment. Solana, au final, on a essayé de break au-dessus du range. Donc, je disais, cette borne ici et cette borne ici. Et au final, on a eu un rejet. Pareil, on a marqué un W, mais derrière, on rejette. Donc, je m'y réintéresserai, je pense, un peu plus si jamais on reprend ce niveau-là une bonne fois pour toutes. Parce que je pense que si on reprend vraiment ce niveau après, ce sera probablement en direction ATH. Donc, je patiente. Je pense qu'on peut avoir plus de range. Donc, pas d'urgence. AAV qui est assez intéressant. Honnêtement, j'aimerais bien qu'il se rapproche de Slow pour pouvoir me positionner, mais je ne sais pas si on me le donnera. Mais idéalement, AAV, moi, j'aimerais bien me repositionner dans cette zone ici, avec un SL en dessous pour derrière viser un ATH. Je pense que ça peut être quelque chose de totalement envisageable, notamment avec la narrative reward asset tokenisation et tout dont je parlais. BNB, moi j'ai mis des ordres d'achat sur BNB parce que c'est un des assets récemment qui est reparti en découverte de prix, qui est bien manipulé par notre cher CZ et qui est en train justement de retester son précédent ATH ici. Donc moi quand on était genre là, j'ai mis des ordres de là à là et je me suis fait filer une partie et mon invalidation c'est tout simplement qu'on perde ce niveau ici en weekly ou même en mensuel. Mais pour l'instant c'est pas le cas, donc moi tout simplement actif manipulé, possédé par CZ en bull market, un exchange qui fait du fric, qui est de retour en découverte de prix, j'essaye de me positionner dessus. Donc j'ai buy le dip et je patiente, et si jamais on va un peu plus bas je rachèterai. Juste actuellement mon SL il est là, ouais il est là.
parce que je me dis que si on retrace toute la hausse après avoir été en découverte de prix, etc., ça montrerait une faiblesse flagrante. Hondo qui range toujours, pareil, je ressens pas d'urgence. Par contre, si on commence à repasser au-dessus de là, ici, pourquoi pas. Et après, je voulais vous montrer quoi. Il y a Ena qui fait une belle performance en ce moment, mais pareil, je trouve que c'est extrêmement difficile de se positionner sur un truc comme ça. Je crois que je l'expliquais déjà dans dernière masterclass, enfin dans les dernières, mais je pense que c'est beaucoup plus simple de se placer en intraday en 4 heures pour essayer de défendre une tendance que de regarder le truc en daily, parce que si tu rentres ici en daily, c'est compliqué de placer une invalidation, quoi. Peut-être à la rigueur une invalidation si jamais on commence à repasser du temps et on clôture sous ces niveaux-là, mais ça fait un peu loin et j'ai du mal à avoir un bon risk-reward. Donc personnellement, je m'abstiens. Et je surveille aussi toujours XRP, parce que XRP, il a quasiment retesté son W weekly ici. Et c'était aussi un des derniers assets à aller en découverte de prix et de faire un ATH. Et souvent, lui, il prévient pas quand il pète. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est, maintenant qu'on a chassé pas mal, voilà, j'aimerais bien qu'on ait davantage une consolidation ou un truc en W. Ça, on peut faire davantage de choses, hein, mais juste, j'aimerais avoir davantage de points pour invalider mon trade, parce que j'ai du mal à placer mon SL ici. Par contre, si jamais on fait une consolidation un peu plus profonde et qu'on repart, là, je peux, si jamais on a un petit lot comme ça ou un truc comme ça, je mets mon SL ici. Et à ce moment-là, je vise un retour en découverte de prix. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais je surveille de près. Et sinon, c'est à peu près tout. J'ai pas trop eu le temps de regarder d'autres assets. Donc, c'est vraiment ce sur quoi je me concentre. Du coup, on peut potentiellement sur BTC avoir un dip. Et tatillon, sur Ethereum, tu es un petit peu plus optimiste. Sur les altcoins, ça va dépendre de BTC et d'Ether de toute façon. En fait, je pense que si on break les 3008 sur Ether, genre le marché va s'envoler. Et aujourd'hui, c'est lui qui lead le rebond. C'est lui qui perf le plus, même par rapport à des capitalisations qui sont plus faibles, etc. Donc, je pense que si on break les 2008, ça peut s'enflammer un peu partout, mais encore faut-il casser cette résistance. Donc, pour moi, en fait, le point sur lequel je me concentre, c'est surtout sur cette fameuse résistance en mensuel et en weekly, etc. sur Ethereum. Et je pense que ça va décider de beaucoup du reste du marché. Et ouais, je crois qu'il y avait quelqu'un qui me parlait de la dominance de BTC. C'est vrai qu'elle est en train de faiblir, elle est en train de dump dans les zones sur lesquelles on a eu souvent post-halving, on arrivait dans ces zones et ensuite on topait. Donc ce serait pas inimaginable de voir la dominance topper pour un petit moment. Pour autant, je crois pas que les totaux s'excitent de baiser. Enfin, par exemple, si tu regardes tout ce qui est en dehors du top 10 en paire BTC, ça se réveille pas. C'est toujours le mort. Donc, c'est surtout Ether qui se bouge. Et même si tu regardes le Total 3, qui exclut uniquement BTC, ETH, mais qui n'exclut pas le reste du top 10, on voit qu'on n'arrive toujours pas à surperformer face à BTC. Donc, globalement, c'est Ether qui est tout seul. Et après, il y a quelques anomalies, genre... je suppose tout ce qui est syrup, tout ce qui peut être hype à certains moments, BNB, etc. Mais c'est surtout Ether qui mène la danse actuellement. Et c'est celui sur lequel je me concentre. Et peut-être bientôt le trône. Le fameux. Le gros forceur, non, mais vraiment, je sais pas, c'est juste l'asset le plus facile à trader. Moi, je le mets dans la même catégorie que tu vois un BGB ou un BNB. Honnêtement. Des assets qui ressemblent à ça, il n'y en a pas 10 000. Il y a BGB. C'est le complot du Parti communiste chinois, en fait. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est les Xi Jinping coins. Voilà, appelons-les tels quels. Mais ouais. Mais par contre, BGB est intéressant parce qu'il a une hyper grosse impulsion. Coin bien manipulé des familles comme on aime. S'il commence à recasser le range par le haut, en vrai... on peut discuter, parce que historiquement, il a une tendance qui est super facile à suivre et à tenir. Et souvent, on a des grosses périodes comme ça de stagnation avant qu'on parte en phase verticale. Tu vois. Bybit, ils ont un token ou le token de Bybit, c'est Mantle? Je crois que c'est Mantle, non? Ouais, c'est Mantle. Après, ça commence à faire cher le BGB, quoi. Mais après, avec les tokens manipulés, on peut aller sur la lune. Et Eric, c'est à 30 milliards. Hein. Mantle.
C'est des charts. En fait, ça me fait un peu penser à ENA, tu vois, dans un sens où genre c'est vraiment on va sur la Lune, on va à zéro, on va sur la Lune, on va à zéro, on n'a pas de direction claire, on sait pas vraiment où c'est invalidé. Enfin, en plus, moi, si j'achète du Mantle, j'ai l'impression que je sais pas sur quoi je me positionne là. Là, tu te positionnes sur un token de gouvernance de Layer 2. Ouais, mais tout le monde s'en branle le Mantle. Donc Ouais. mais on parie sur Bybit, on parie que sur le Ouais, Layer tu paries 2. sur Bybit un peu, ouais. C'est un peu bizarre. Tu sais, à la base, c'était BitDAO, et après, c'est devenu Mantle quand ils ont lancé leur Layer 2. Ah oui, voilà, dans le style token manipulé aussi, voilà. Ça ressemble à ça, en souvent. Bon, après, je peux vous montrer... Putain, la dinguerie. Voilà, dingue. Bah, c'est un meme coin maintenant, le FTT. Voilà, tu Tu traites sais des qu'il est meme toujours coins, plus haut... son prix est toujours plus haut par rapport au prix auquel je l'ai acheté. Hein. Enfin, je l'ai acheté quand j'ai fait l'IO, quoi. On était bien en dessous de ça, mais voilà. Ok, bah, je crois que c'est à peu près tout pour la partie technique. Je sais pas si vous avez d'autres questions, les potes. Mais je crois qu'on rentre dans le format. On est bien au niveau du format. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'avoir mon écran du côté de mon directeur droit. C'est la petite précision qui fait toujours plaisir parce que, tu sais, quand tu regardes du côté de ton œil non directeur, tu galères un petit peu, c'est un peu fatigant. Là, c'était un vrai plaisir de lire vos messages. Accessoirement, on va avoir le 5e épisode de Ledger qui va sortir. Il faut qu'on le review ensemble. Léo, il est prêt. On va vous sortir du contenu sur de la BTCFi cette semaine. Quoi d'autre? Bah, je pense que sinon cet été ça va être un petit peu calmos, mais à mon avis ça va s'accélérer rapidement avec ce qui arrive là, puisqu'il y aurait du Monad, il y aurait du Mega ETH, il y aurait du GTE, il y aurait sûrement des nouveautés du côté d'Hyperliquid comme d'hab, Solana qui va essayer de tirer la couverture sur eux. Je pense qu'il peut se passer des trucs. Mais là, il y a moyen que août ce soit calmos niveau fondamentaux techniques. Après, vous connaissez, hein, si le prix monte, les fondamentaux n'en sont que meilleurs. Elle est où la rediff? Sur quelle chaîne? Sur la chaîne YouTube de Coin Academy et elle sera disponible, je pense, probablement demain. Quelque chose comme ça. Demain, du coup mardi, chaîne de Coin Academy que je vous mets dans le chat. Voilà, ça sort à chaque fois tôt le matin. Notre monteur est en train de suivre l'émission, donc dès qu'on termine l'émission, il passe au montage. Hackmaker, Boubou, il raconte n'importe quoi. Ne le prends pas au sérieux, s'il te plaît. Ok, ça marche. Bah écoutez, merci à tous pour votre temps, les potes. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de la Masterclass, a priori dimanche prochain. Voilà, prenez soin de vous. Tout à fait, voilà. C'était Picsou. Tchuss. Ciao tout le monde. Et lien utile en description.